à tous, toutes, tout seul. Donc nous sommes ici pour parler de la parentalité ou d'une manière générale de la relation des adultes aux enfants. Avec des inspirations particulières qui sont celles de la psychologie humaniste et des neurosciences. Et de mon petit regard de sophrologue aussi, qui est aussi... la sophrologie, c'est aussi le courant humaniste. Donc j'ai un petit peu essayé de structurer, c'est peut-être un petit peu scolaire au niveau du diaporama, mais c'est un petit peu de structurer. Alors déjà, je vais me présenter. Donc Christine Klein, mon métier c'est sophrologue depuis 2001. Et ma spécialité générale, c'est l'accompagnement dans la maladie et la gestion de la douleur, et notamment pédiatrique, puisque je travaille à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon, auprès des enfants avec la sophrologie, pour gérer les angoisses, l'anxiété, les problèmes d'endormissement, la douleur générale, et puis aussi je fais de l'hypnoanalgésie, c'est-à-dire que j'accompagne les gestes douloureux des enfants pendant les soins. Donc ce sont des techniques de distraction où je les occupe pour être ici pendant leurs soins et ailleurs en même temps pour qu'ils se dissocient quelque part de la douleur. Là où la sophrologie cherche à nous associer à nos sensations physiques, l'hypnoanalgésie va chercher à dissocier. Mon parcours avant d'être sophrologue, c'est la fac de psycho. J'ai quand même un niveau maîtrise en psychologie. J'étais spécialisée en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Et finalement, je m'éloigne un petit peu de tout ce que j'ai fait à l'université, notamment quand d'un coup j'ai été maman. Et que j'ai eu cette toute petite fille dans mes bras. Et que je me suis dit, bon sang, il y a plein de choses que j'ai apprises à l'université qui ne me parlent absolument plus quand j'ai cet enfant vrai, authentique dans les bras. Moi, je suis quelqu'un qui éveille à la conscience dans mon métier, puisque la sophrologie, c'est ça, c'est la science de la conscience. Donc j'essaye d'éveiller les gens à la conscience, les aider à être plus conscients d'eux-mêmes, de leur tension, de leur respiration, de leur qualité, de leurs compétences, de leurs limites, de leurs ressources, de leurs émotions. On apprend à être plus conscient sur ce qui se passe en nous. Et j'avais cette toute petite fille, mais cette toute petite fille, j'allais pas lui faire de la sophrologie à ce tout petit bébé, j'allais pas la faire se détendre de la tête aux pieds, même si elle aimait bien et que parfois ça pouvait l'endormir, mais c'est peut-être plus le conditionnement de ma voix de sophrologue qu'elle avait entendu plein de séances dans mon ventre, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de l'intégration de son schéma corporel, au niveau de la progression de son intelligence émotionnelle, ma compétence de sophrologue ne servait pas à grand-chose. Et je me suis dit, mais comment faire? On a la chance d'avoir à notre époque Internet, donc le premier mot qui m'est venu, c'est de taper parents conscients. Je me suis dit, la parentalité, la conscience, c'est les deux axes qui m'intéressent. Donc je suis tombée sur des forums, j'ai découvert des lectures. C'est pas le mouvement vers lequel je vais le plus directement, parce que je crois que je fais un petit peu peut-être ma sauce finalement. Mais j'ai découvert des auteurs qui étaient cités tout à l'heure, Haim Ginott, j'ai découvert Adèle Faber, Hélène Masli, j'ai découvert Thomas Gordon, j'ai découvert Isabelle Fioza, j'ai découvert tous ces auteurs qui ont écrit sur la parentalité, notamment au niveau de la communication. Et puis il y avait aussi, quand je me baladais dans la rue, et que je regardais les parents, parce que du moment qu'on est parents, on les regarde davantage, on se dit tiens comment ils font, et que nous, quand on a un tout petit bébé, on s'imagine jamais qu'ils nous mettront les cheveux comme ça, on va avoir envie de leur hurler dessus. Quand ils sont tout petits bébés comme ça, qui viennent de naître, on les aime, on est patient, la première semaine, on en fatigue pas tout de suite peut-être. Et je me disais, mais mince, ce qui me surprend, c'est que les parents parlent à leurs enfants comme j'ai l'impression qu'ils ne s'adressent à personne d'autre au monde. C'est-à-dire, je me disais, mais c'est marrant parce que des fois, on dit à nos enfants des choses qu'on n'oserait jamais dire à des amis. On s'adresse à eux d'une façon particulière. Certainement qu'il y a tout notre vécu, notre histoire psychique qui fait que... Mais je crois beaucoup aussi qu'il nous manque des compétences relationnelles et de communication pour fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, je suis convaincue qu'être parent, ça s'apprend. Même si j'ai eu cette chance, quand j'ai eu ma petite fille, d'avoir eu l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, peut-être parce que je l'ai eu tard, j'ai été à l'aise, c'est pas une obligation, mais je me suis dit vraiment ça s'apprend. En dehors du nursing, de tout ce qui est maternage de proximité, les soins, de les voir grandir, de leur parler, ça s'apprend. Et j'ai découvert tout ça, et ça m'a même beaucoup aidé dans ma pratique professionnelle, à l'hôpital notamment, parce que j'avais beaucoup d'outils. Mais quand un enfant est phobique d'un soin, qu'il hurle, que vous soyez sophrologue, que vous ayez des milliers d'outils, que vous trouviez la porte d'entrée de ce qui le passionne, s'il ne connecte pas, il ne connecte pas. Et là, quand je me suis formée à tout ça, j'ai eu des outils pour accompagner ces enfants, et j'avais parfois l'impression de ne rien faire, et pourtant ces enfants me le redemandaient à chaque soin. Donc,
ma perception n'était pas juste, c'est la leur qui compte. S'ils doivent nous vendre que je sois là, c'est que quelque chose était important à ce moment-là. Et je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qui fait qu'on a des relations comme ça avec nos enfants? Qu'est-ce qui fait qu'on leur crie dessus si fort? Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi parfois directif avec eux comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas cette question que beaucoup de parents dans cette mouvance-là se sont posés? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et du coup, eh ben, je me suis un petit peu intéressée à l'enfant, les idées qu'on avait sur lui. Et je vous ai fait, alors, pour se rendre compte à travers le temps comment ça a évolué, je vous ai fait une petite bande chronologique. Parce que le regard qu'on a sur les choses impacte nécessairement sur l'interaction qu'on a avec elle. Une petite étude de neurosciences a par exemple montré que quand un maître est convaincu que son chien est intelligent, son chien sait faire beaucoup plus de choses que quand il est convaincu qu'un chien c'est bête. Si on est convaincu qu'un enfant est un être pulsionnel qu'il faut réprimer, ça va engendrer que dès qu'il va manifester de l'affirmation, on risque d'y voir de l'opposition. C'est un peu comme ça qu'on nous l'a proposé aussi. Alors, vous m'excuserez, c'est pas à l'échelle, il y a beaucoup d'autres dates qui sont importantes, mais je voulais juste qu'on fasse un petit point sur comment ça a évolué. Bon, j'ai pas commencé à la préhistoire non plus, hein, j'ai commencé après la Révolution française. En fait, c'est en 1793 que le premier code civil apparaît et qu'apparaît quelque chose pour les enfants. Les parents doivent surveillance et protection à leurs enfants. Au fin du 18e, le début du 19e, le regard sur l'enfant change parce que l'industrialisation arrive et qu'on a besoin de main-d'œuvre. Donc les enfants travaillent. Première loi sur le travail des enfants assez qui m'horrifie, moi 1841, bon là je minimum 8 ans, et maxi 12 heures par jour parce que quand même faut pas exagérer. C'est fou, hein? 1841, on regarde l'évolution, c'était hier, hein, on est d'accord? 1889, première loi sur la protection des enfants maltraités. Après, tout dépend ce qu'on entend par maltraitance, hein, on est d'accord. 1893, Mr. Freud, la psychanalyse. Début de la psychanalyse, début alors des théories, notamment des pulsions, qui vont nous dire finalement que nous sommes des êtres pulsionnels, qu'il faut qu'on nous réprime, sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, grosso modo. C'est-à-dire que si on ne réprime pas ces enfants, si on ne les canalise pas, ça va devenir des petits tyrans, des enfants rois, des enfants insupportables. Ça a bien fonctionné la com, hein, parce qu'on en est très imprégné encore. On fait un petit saut dans le temps, 1959, Charte des droits de l'enfant, adoptée à l'unanimité à l'ONU. Bon, on a fait un bond de pas mal d'années, hein, quand même. Les années 60. Alors les années 60, la France découvre un peu la vulgarisation de la psychanalyse via Françoise Dolto, pendant qu'aux États-Unis explose la psychologie humaniste. Et là, il n'y a pas du tout les mêmes visions de l'enfant, et notamment, enfin de l'enfant et de l'humain en général, on y reviendra. 1987, je l'ai mis parce que c'est tellement important. Les bébés prématurés et nouveau-nés peuvent ressentir la douleur. Les médecins découvrent, on pensait, je ne sais pas comment, mais en tout cas on pensait, que l'immaturité du système nerveux de l'enfant faisait qu'il n'était pas en capacité, certains devaient le sentir, hein, mais en tout cas, cette année-là marque vraiment l'arrêt des pratiques sans anesthésie sur les prémas et les bébés. Vache. Ok, des opérations, hein. D'accord. Même pour les adultes, hein, aussi. Oui, mais les adultes... On n'en tenait pas compte, hein. On en tenait moins compte, mais en tout cas, on savait qu'ils la ressentaient. Et même, j'ai appris, moi, parce que je fais partie du comité de lutte contre la douleur dans l'hôpital où je travaille, que pire encore, c'est-à-dire que les enfants et les bébés prématurés et les nouveau-nés ont tout à fait le système qui leur permet de percevoir la douleur, mais qui n'ont pas encore fini de faire celui qui peut inhiber la douleur. Okay, donc c'est encore pire que ce qu'on croyait. Donc ça veut dire qu'on change notre relationnel à l'enfant. 1987, c'était il y a 5 minutes à l'échelle du temps, quoi. Hein, d'accord. Et puis 1990 arrive l'IRM fonctionnel. Ça y est, on peut voir le cerveau en action, on peut voir quand on pense à quelque chose, quelle aire cérébrale va s'allumer, qu'est-ce qui se passe. Ce qui fait finalement de ce XXe siècle le siècle des droits de l'enfant. Et du coup, il y a tout un tas d'expériences qui vont être faites. Et on va faire de nombreuses découvertes sur le développement et le cerveau de l'enfant, et de nombreuses croyances vont complètement tomber par terre. Par exemple, le fait que l'enfant de 2-3 ans est un enfant très centré sur lui, voilà, rien d'autre n'existe. Aujourd'hui, on sait qu'à 18 mois, un bébé a une capacité d'empathie envers un adulte ou un adulte qui connaît en détresse ou son parent. On le sait. On l'a remarqué sur des expériences, on l'a remarqué en voyant son cerveau s'activer dans la relation d'aide.
Et ça change tout. Ça change tout. Par contre, on verra plus tard, votre enfant est capable d'empathie seulement si son besoin du moment est moins important que celui de l'adulte. Il y a des conditions. Donc, on a aussi, dans ce 21e siècle, vraiment une apparition de parentalité positive, de parentalité bienveillante, de parentalité créative, ludique. Il y a tout un tas de terminologies, mais en tout cas vers une autre parentalité. Et notamment ici, en France, on a beaucoup besoin de la science pour se sentir rassuré. On a besoin de principes scientifiques qui valident ce qu'on dit. D'accord ? Donc ce regard, effectivement, il change beaucoup de choses. Moi, je m'inspire du courant humaniste. On va voir quelques principes du courant humaniste. Déjà, c'est une vision positive de l'être humain. Donc l'être humain, c'est quelque chose de positif qui est en croissance. C'est pas une espèce de chose à mater, sinon il ne serait pas capable de vivre en société. Le courant humaniste a confiance en la capacité de l'humain à croître et à se développer, qu'il ait 50 ans ou qu'il soit tout petit. Le principe de la non-directivité, c'est qu'on pense que c'est pas forcément en donnant aussi des ordres, en disant des conseils, en disant aux autres ce qu'ils ont à faire, qu'ils sauront faire. L'importance de l'expression émotionnelle, nos émotions, on va y revenir aussi, de la communication verbale. Et elle intègre, donc forcément, sophrologue que je suis séduite, la dimension corporelle de la personne. Alors, quelques citations, parce que parfois, les grands disent en une phrase ce que je pourrais vous expliquer en 1000 mots. Alors, Carl Rogers dit « Les seules connaissances qui peuvent influencer le comportement d'un individu sont celles qu'il découvre par lui-même et qu'il s'approprie. » Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on évite des écueils à nos enfants, parce que nous on sait que c'est dur, que c'est désagréable, et ben on leur évite aussi une expérience qui peut être intéressante. On est là pour sécuriser, mais pas protéger de tout. Il y a une autre citation qui disait, à peu près en substance, en gros, quand on protège des écueils, on protège des rêves aussi, malheureusement. Donc Carl Rogers, qui est un des pères, de toute façon dans les pères du courant humaniste, il y a Abraham Maslow avec la pyramide des besoins, vous avez peut-être entendu parler, il y a Carl Rogers, il y a Haim Ginott, il y a Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, mais dans le courant humaniste, souvent Alfonso Caicedo, père de la sophrologie, est aussi cité. Donc finalement tout ça se regroupe. Marshall Rosenberg dit « Lorsque nous écoutons, nous n'avons besoin ni de connaissances en psychologie, ni de formation en psychothérapie. L'important, c'est de savoir être présent aux sentiments et besoins spécifiques que ressent l'individu ici et maintenant. » Parce que parfois on se dit « Oui, mais moi écoutez, je sais pas, j'ai pas reçu de formation. » Mais je crois qu'il s'agit juste d'être là. Et de nous détacher un peu de nos jugements, et ça aussi, on va y revenir. Alors la science s'en mêle. La science nous dit des choses, et c'est important, parce que finalement, méconnaître les capacités, les compétences, ce que peut faire l'enfant, c'est rencontrer deux grands écueils. Le premier, c'est qu'on donne des objectifs inatteignables à un enfant. Si on demande à un enfant de 2 ans de manger parfaitement proprement à table, par exemple. C'est pas possible. On pourra s'énerver. Il pourra y arriver peut-être sous la terreur, sauf qu'après il mangera peut-être plus tellement il aura peur. Mais en tout cas, on lui demande quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait, nous, quand on ne sait pas? Ça fait qu'on est très, très, très frustré. Parce que quand on ne sait pas et qu'on demande et qu'on n'obtient pas, on a l'impression qu'on se moque de nous. Ouais, ça vous parle, ça? N'hésitez pas, en tout cas, à m'interrompre et à intervenir. Alors, quelques petits exemples. Il y en aurait plein. Les exemples, vous verrez, sont majoritairement sur des moins de 5 ans. Peut-être que vous avez des enfants plus grands. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans ce développement 0,5. À partir de 7 ans, vous savez, c'est l'âge de raison. Souvent, on nous dit 7 ans, l'âge de raison, ça a toujours été ça. Il y a quand même un stade de maturité cérébrale spécifique à 7 ans qui fait qu'on passe aussi un cap au niveau des acquisitions. Enfin, notre cerveau, avant, je crois, c'est 20... Je ne sais plus l'âge que j'ai vu, mais c'est pas avant 21 ans, en tout cas, qu'il est tout à fait fini. Je crois que c'était 24. Quel âge, ta petite fille? Ma petite fille, elle a 3 ans. Donc notre cerveau, enfin, moi j'ai lu un livre sur l'adolescence qui s'appelle L'ado et le bonobo, j'ai plus l'auteur en tête, et qui nous explique plein d'attitudes typiques des adolescents en lien avec l'énorme remaniement cérébral qui se fait au moment de l'adolescence. J'ai aussi lu un livre qui s'appelle Le cerveau des mères. La maternité fait encore, en fait, toutes nos expériences de vie remanient notre cerveau. En tout cas, ce qui est important, je le dis maintenant, pour moi dans cette conférence, parce que tout à l'heure on l'a abordé en aparté avant de commencer, il y a plein de choses où vous allez vous dire « Ah mais ça je fais pas du tout, mais je fais pas comme ça, mais je fais même l'inverse, en fait je fais tout ce qu'il faut pas faire ».
Le but ici n'est absolument pas d'être coupable, mais de se responsabiliser, de se dire du moment que j'ai l'information, comment je peux faire différemment, en s'autorisant aussi des erreurs, parce que c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc le but, c'est pas de se culpabiliser, mais d'intégrer et peut-être de transmettre et de faire autrement. Alors quelques exemples. Vers 2 ans, l'enfant comprend des consignes simples, mais une à la fois, et à peu près jusqu'à 4 ans. Donc, mon chéri, tu mets tes bottes dans l'entrée, tu poses ton manteau sur le porte-manteau et tu ranges ton goûter. S'il n'y a que les bottes dans l'entrée, il ne faudra pas vous étonner. Une consigne à la fois. Ça fait partie des choses frustrantes, mais je viens de te le dire 3 fois. Oui, mais moi je garde une consigne, je le fais, je ne peux pas en garder trop dans ma tête en même temps. Ça, c'est une petite notion importante. Un enfant de moins de 2 ans, il ne peut pas bien se représenter le futur parce qu'il n'y a pas les repères temporels, ça dure encore, hein, ça. Mais du coup, quand on a un enfant de 2 ans qui fait « on part 5 minutes », et on dit « mais je pars que 5 minutes », mais 5 minutes c'est rien, ça n'a pas de sens pour lui. Ça n'a pas de sens. Donc ça fait partie des frustrations, on se dit « non mais je fais l'aller-retour, c'est pas grave », oui mais c'est pas grave quand j'ai une conception de ce que peut être le futur et le retour. Jusqu'à quel âge ça? Oh, jusqu'à... ça dépend des enfants, mais là par exemple, je vois dans les programmes de maternelle à 3 ans, ils travaillent la notion de rapport au temps, donc ça se construit vraiment, ils peuvent conceptualiser beaucoup mieux le futur après. Par contre la durée, moi j'ai un petit minuteur très visuel, ouais, hein, c'est ce que je me dis, j'ai un petit minuteur moi qui est très visuel, c'est-à-dire que quand je le tourne, ça fait rouge, donc il voit si 5 minutes, on voit que c'est de moins en moins rouge par exemple, ça commence, mais c'est quand même un peu long avant d'acquérir vraiment une notion du temps comme ça. Jusqu'à au moins 2 ans, et je pense même après, les enfants tapent, crient et mordent sans intention de faire mal. En tout cas, jusqu'à au moins 2 ans, ils ne se rendent pas compte que quand ils tapent, ça fait mal. Quand ils mordent, ça fait mal. Après, ils peuvent s'en rendre compte, mais avoir une incapacité à inhiber le geste. On va y revenir aussi. Jusqu'à au moins 3 ans, lorsqu'un enfant est submergé par une émotion, il est incapable de la gérer seul. Va dans ta chambre pour réfléchir. Il se calme parce que peut-être qu'il a besoin de retrouver votre amour et la sécurité, mais je ne suis pas sûre que ça y réfléchit beaucoup, parce qu'ils ne sont pas capables quand ils sont submergés par une émotion. Ça ne veut pas dire que isoler les enfants c'est toujours mal absolu, surtout si nous on se sent en montée de violence et qu'il faut protéger l'enfant. Ça peut être tout à fait approprié de dire non mais là, je te mets dans ta chambre, moi je vais dans la mienne, mais on s'éloigne parce que la pression monte. Mais en tout cas, moi j'ai animé des ateliers parlés pour que les enfants écoutent dans une crèche où il y avait un fauteuil un peu de, pas de mise au coin, mais de mise à l'écart. Il existe toujours, parce qu'on est en tant que collectivité, mais on lui a donné un tout autre sens à cet endroit. C'est plus pour protéger les autres, te protéger toi. Il est verbalisé autrement, donc du coup il n'a plus cette fonction un petit peu punitive. Avant 3 ans, il est très difficile pour les enfants d'inhiber leurs gestes, même s'ils ont compris la consigne. Je suis au supermarché avec mon petit de 3 ans, à hauteur, il y a plein de bonbons colorés. Si je lui dis, Lily, les bonbons, il y en a à la maison, il y en aura un en retour, oui, d'accord, mais en même temps, je prends. Parce que j'en ai envie, que c'est difficile encore pour moi de dire à ma main de ne pas faire ce que dans ma tête a envie. C'est une incapacité, hein, donc du coup, ça aide à relativiser. Du coup, on ne regarde pas le comportement pareil, on ne dit pas « il se moque de moi » ou « mais tu m'écoutes ou pas », on se dit juste « c'est dur de résister à un paquet de bonbons qui pile à sa hauteur ». Quand on n'a pas le cerveau câblé pour encore. Jusqu'à 4 ans, un enfant ne peut pas utiliser de manipulation, cela demande une gestion de trop de facteurs en même temps. Facteurs, j'aurais presque dû dire items. Ça veut dire qu'il faut qu'il se dise, attends, quand je fais ça, maman va forcément, papa va réagir comme ça, donc je vais obtenir ça, et après je serai super content, c'est moi qui l'aurais eu. Ça ne peut pas se passer comme ça encore. C'est trop complexe comme démarche mentale. Par contre, effectivement, quand il y en a qui vous disent « bah oui, non mais il pleure ton bébé, évidemment, tu le prends dans les bras dès qu'il pleure, il sait bien, il te manipule. » Oui, il sait bien que quand il pleure, il a les bras de sa maman, il fait son job de bébé. Et la maman, elle fait son job de maman. Il le sait, peut-être. En tout cas, il voit, s'il voit qu'il a une réponse appropriée, parce qu'il peut ne pas avoir de réponse appropriée, pleurer seul, et après ne plus pleurer, parce que ça sert à rien, parce que ça fait rien. Mais ça le rassure. D'être pris dans les bras. Moi, j'ai jamais laissé mes enfants pleurer. Mais dans la neuroscience, justement, on dit que laisser pleurer les tout petits bébés,
Au bout de 3 minutes, un petit, un moins de 6 mois qui pleure, au bout de 3 minutes, on dit que son métabolisme est en grande détresse physiologique. C'est-à-dire son taux de cortisol, son rythme cardiaque, son rythme respiratoire sont vraiment en état d'alerte et dans un stress maximal. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut dégainer à 2 minutes 30 absolument. Si on n'est pas en capacité à ce moment-là et qu'on n'en peut plus que notre bébé pleure et que si on le prend, on va le secouer, là il vaut peut-être mieux pas le faire dans ces cas-là. Mais c'est aussi une information importante, le métabolisme du stress se met aussi en place très tôt et que ça peut être intéressant pour la vie future. Mais de toute façon, le cerveau étant très plastique, peu de choses, en tout cas dans notre éducation, laissent des marques sur lesquelles on ne peut absolument pas revenir. Le cerveau se remodèle tout le temps. C'est ça qu'il faut dire tout de suite. Comment? C'est ça qu'il faut dire tout de suite. Oui. On peut toujours revenir sur les choses, mais même on peut avoir une explosion de violence, alors ça dépend comment on entend violence, mais on peut revenir sur les choses. On peut revenir sur les choses, les élaborer. La capacité de résilience, vous me parliez, c'est vous qui me parliez tout à l'heure de Maurice Cyrulnik, la capacité de résilience, on voit bien qu'il faut des outils pour, ou des relations même, j'ai envie de dire, pour, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Ce n'est qu'à partir de 3 ou 4 ans que les enfants prennent plaisir à jouer ensemble, ou du coup à se prêter les choses quand on leur dit à la maison. Je suis totalement d'accord. J'étais institut maternelle et primaire, c'est plutôt des jeux parallèles. Hein. Oui. Ils jouent l'un à côté de l'autre. Hein. Oui, mais ils commencent à jouer ensemble. Moi j'ai été avec ma petite de 3 ans à la pharmacie de ma commune l'autre fois, il y avait une petite de sa classe, il y avait un ballon, elles se sont assises face à face, elles se sont envoyées le ballon. Oui, parce que c'est... Oui. On commence, ce sont les prémices. Ce sont les prémices. Et c'est pour ça que c'est aussi super dur de prêter. Puis alors ce côté prêter, nous les parents, prête tes jouets, prête-moi ton iPhone. Prête-moi ta dernière tablette à 600 $, s'il te plaît. Voilà, on demande des fois aux enfants des choses que nous, si notre mari nous arrachait des mains parce qu'il a ramené une copine à la maison, on nous dit non, non, ta tablette, tu la donnes à ma copine. Transposons. Moi j'aime bien transposer des fois. Quand j'arrive pas à me représenter, à me dire est-ce que je suis dans mes bottes ou pas, je me dis attends. Si on faisait la même chose, c'était dans un relationnel d'adulte, qu'est-ce que tu ferais? Donc quand un enfant est en crise, un petit, hein, quand un enfant est en crise, on lui demande de se calmer. Ce qui est important de savoir, c'est que la crise est le moyen physiologique de se calmer. Alors parfois, certains enfants peuvent complètement être envahis. Ce qui est important, c'est de sécuriser le truc. Ça dépend où on est. Si on est au supermarché ou si on est à la maison, s'il est violent, il hurle, il tape, tout, on peut le mettre sur un lit. Je vais faire attention à ce que tu ne me fasses pas mal, à ce que tu ne te fasses pas mal, je veille là-dessus, mais décharge. Une émotion, et on va y revenir aussi, c'est vraiment quelque chose de physiologique, hein, donc il faut que ça se décharge. Donc avec ces quelques exemples, et il y en a des dizaines d'autres, bien sûr que les parents ne peuvent pas avoir un catalogue du développement neuro de leur enfant. À ce propos-là, il y a un livre qui peut vraiment vous aider avec les tout-petits, qui est génial, c'est J'ai tout essayé d'Isabelle Fioza. Il est sorti en poche en plus, donc c'est super. Là, vous avez vraiment plein de notions de physiologie et du développement de l'enfant. Celui-là, il est très très bien à ce propos-là. Alors, la parentalité positive, pour moi, nous parle beaucoup d'écologie. C'est l'écologie des relations familiales, c'est-à-dire comment être dans plus de respect mutuel, mais aussi beaucoup, pour moi, comment sortir un peu des relations de pouvoir, d'autorité, d'autorité non, parce que d'autorité avec du pouvoir, on va y revenir. Alors Isabelle Fioza donne une définition que j'aime beaucoup. Elle dit la parentalité, c'est de la parentalité positive. La parentalité, c'est comment je suis moi, avec mon enfant. Et positif, parce qu'on va chercher à l'orienter vers du positif et du constructif. C'est surtout ce mot-là qui me plaît, parce que positif, en étant sophrologue, j'en entends parler à tire-larigot, on peut un peu mettre tout ce qu'on veut derrière, mais de faire quelque chose de constructif. C'est-à-dire, face à cette situation, quels apprentissages mon enfant peut retirer. Et puis, pour moi, cet axe fondamental de la parentalité positive qui est de développer la conscience. Quand je vois tous ces adultes qui viennent me consulter depuis 13 ans, on en a vu beaucoup, et qui ne savent pas ce qui se passe en eux, qui ne connaissent pas leur vie intérieure. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. Ou voilà, alors que peut-être on a raison d'avoir... Enfin, on a raison. On se sent pas bien parce qu'on a accumulé des colères dans la journée, par exemple, et que du coup, c'est l'accumulation qu'on n'a même pas sentie. Ou qu'on a été peiné par quelque chose, mais on a mis un couvercle parce qu'on pleure pas.
ou qu'on a peur, mais non, j'ai pas peur parce que ça ne se fait pas dans ma famille, dans ma culture, vis-à-vis de mon mari ou de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Toutes ces croyances qui font que on n'aide pas beaucoup les enfants à développer leur conscience d'eux-mêmes. Souvent on dit il faut toute une vie pour se connaître. Eh bien je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si on aidait nos enfants à savoir quand ils ont chaud et quand ils ont froid plutôt que de leur mettre des pulls quand nous on a froid. Si on les aiderait pas, vous connaissez la blague, un chandail c'est ce que met un enfant quand sa mère a froid. C'est-à-dire de les aider à se réapproprier leurs sensations. On va dire, mais attends, mais là forcément il fait froid, regarde, moi j'ai froid, lui, il doit avoir froid. Et puis en plus on imagine, parce que, attends, il va prendre froid, comment on va gérer la semaine prochaine, parce que moi j'ai des réunions importantes, parce que on est déjà en train de faire des plans sur la comète. Faisons confiance aux enfants. Ton gilet est là, si tu as froid, tu peux venir le prendre. Quand ils ont froid, ils viennent le prendre. À table, quand ils n'ont pas mangé suffisamment, peut-être suffisamment par rapport à leur faim. Non mais mange encore, tu n'as pas assez mangé. Et du coup, on biaise beaucoup cette conscience de soi en faisant plein de petites choses comme ça. Et ce qui est terrible, c'est sous le couvert des meilleures intentions du monde et d'un énorme bol d'amour. C'est ça qui est dommage. C'est que du coup, l'intention est bonne, mais l'effet risque d'être un peu contre-productif. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc développer la conscience de plein de choses, de son corps. Je tombe, mon enfant tombe sur du bitume, il est raflé. Pour nous rassurer, c'est rien, c'est pas grave. Parce qu'on a envie de lui dire, effectivement, il n'est pas fracturé, on ne va pas l'amputer, c'est pas dramatique. Mais simplement de l'aider à clarifier son corps, à le sentir en disant « Ouh, ça peut brûler, dis donc, se taper comme ça sur du béton, ça brûle, ça pique, c'est pas agréable. » Et là, en général, vous avez des pleurs qui se terminent, mais excessivement rapidement. La conscience de ses émotions aussi. On va y revenir sur les mythes à dégommer en deuxième partie. Mais la conscience de ses émotions. Souvent, les enfants vont accepter qu'ils pleurent. Et encore hier, j'emmenais ma fille à l'école, il y a une petite qui cassait la margoulette en sortant de la voiture de son papa. Son papa passait le trajet à lui dire « Arrête de pleurer ». Mais sûrement pas mal intentionné, hein, ce papa, certainement pas. Juste pas savoir que c'est important d'aider l'enfant à dire « ça fait mal », puis alors le matin, comme ça on arrive à l'école, et si moi je sors de ma voiture le matin en allant bosser, je me prends mes talons et que je m'étale, je suis sûre que j'aurais un peu envie de pleurer. Donc c'est ça qui est important de voir, c'est que la conscience de soi, elle est importante. Pourquoi c'est important? C'est ce que je dis quand je fais des animations en sophrologie. Parce que si je suis consciente de moi-même, je sais si les choses me font oui ou me font non, comme cite Isabelle Fioza, il paraît que c'est une expression canadienne, ça te fait oui ou ça te fait non à l'intérieur. Et bien imaginons, parce que là ils sont petits, mais quand ils vont être adolescents et qu'ils auront des décisions plus importantes à prendre, quand votre fille adolescente sera en train d'avoir ses premiers émois amoureux et que son chéri aura peut-être envie de lui mettre la main aux fesses et que ça lui fait non à ce moment-là, est-ce que vous aimeriez qu'elle sache dire non? Quand votre fils va aller à sa première fête et puis qu'il y en a qui vont fumer des pétards et boire des canons et que lui, il n'a pas envie peut-être à ce moment-là et qu'il va le faire sous le poids de la pression, ou peut-être qu'il aura envie, quand il va sentir que ça ne lui plaît pas, que ça lui fait non, il saura dire non la fois d'après. Mais d'essayer de faire des humains qui sont en capacité de sentir juste pour prendre des décisions plus ajustées pour eux-mêmes, des décisions plus justes. Parce que notre corps nous envoie tout un tas d'informations. Et que souvent, même nous, adultes, puisqu'on n'a pas été élevés comme ça, on a notre intelligence émotionnelle, notre quotient émotionnel, il faut qu'on l'augmente. Hein. Moi, j'ai beau faire ce métier depuis 13 ans, les 3 ans avec ma fille m'ont fait grimper en intelligence émotionnelle, parce que l'éduquer, elle, c'est du coup être attentive à ses émotions, mais aussi aux miennes, puisque je suis obligée de lui transmettre, puisque je vis avec elle. Donc c'est très très important. Cette notion, vraiment pour moi, c'est la colonne vertébrale. On sait un peu ce qui se passe, on apprend à sentir ce qui se passe en nous. On va y revenir, je ne développe pas tout de suite ça. Développer la conscience de ses besoins et de ses limites. Leur apprendre à formuler des demandes, plutôt que de geindre. Enfin, moi je suis un peu allergique au... Je demande très régulièrement à ma fille, dis-le-moi avec ta voix normale. Je lui dis, j'ai du mal à t'écouter quand tu as cette voix, par contre j'aime bien t'entendre quand tu as ta voix normale. Et illico presto, elle parle avec sa voix normale. Conscience de ses limites aussi, c'est important, tout dépend de nos objectifs de parents. Hein. Si on veut en faire un champion du monde de gymnastique artistique, bah c'est sûr qu'il ne faudra pas trop qu'il écoute ses limites, parce que ça ne sera pas possible. Mais tout dépend de nos objectifs, mais connaître ses limites.
Moi qui vois beaucoup de gens qui font des burn-out à 40 ans, 30 ans, je pense que c'est un facteur important. Développer la conscience de la conséquence de ses actes. Ça sur des choses toutes simples. Sur des choses toutes simples, un verre renversé, plutôt que de râler, de crier, t'es maladroit et de le faire à sa place. Bon, bah, je crois qu'il nous faut une éponge. Cuisine, lavabo. Et en général, en plus petits, ils adorent, après ça se perd, mais petits, tout, ils y vont et ils font le ménage. Mais la conscience de ses actes avec autrui, je racontais tout à l'heure à une cliente un exemple, cet été en vacances, ma fille m'a mis 2 baffes d'anthologie. Je ne suis pas sûre que j'avais déjà eu 2 baffes comme ça. Voilà, je voulais lui rincer sa cocotte, comme dit une de mes amis. Enfin, je voulais lui rincer, voilà, parce qu'elle avait plein de sable et qu'on revenait de la plage et qu'elle était très irritée depuis 3 jours. Et elle m'a dit non, je mange avant. Bon, manger étant un besoin, c'était le goûter, c'était beaucoup agité, ok, mais ok, tu manges avant et après on rince. Et puis ça levait 2 baffes. L'émotion colère arrivant en moi, beaucoup d'afflux sanguin dans mes membres supérieurs me donnant envie, font que je l'ai posé par terre et je lui ai juste dit, quand on me tape, je suis furieuse. Et je lui ai dit de façon beaucoup plus véhémente que ça, parce que c'était aligné avec ce que j'avais. Ça a arrêté net le truc. Hein. Elle a pleuré, elle m'a tendu les bras, parce que je n'étais pas capable de faire tout de suite, il fallait que je redescende un peu. Mais bon, après, au bout d'un moment, je suis redescendue en voyant sa petite bouille. Mais conséquence de mes actes. On disait tout à l'heure, les enfants ont du mal à avoir conscience qu'ils font mal quand ils tapent, quand ils crient, quand ils mordent. Ça ne veut pas dire qu'avant 2 ans, il faut en faire fi, pas du tout relever ce qui est en train de se passer. Simplement lui dire, regarde ta copine là, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'a fait pleurer? Ah, t'as vu, t'as une poignée de cheveux dans la main, c'est peut-être ça qui l'a fait pleurer. Juste de lier pour faire comprendre petit à petit que les actes ont des conséquences. A mordu mon super coussin dans ma baignoire, je m'étais acheté un super truc. C'est longtemps que j'en rêvais, j'ai trouvé pile celui que je voulais, et l'autre fois j'ai vu un trou dedans comme ça. Et j'étais dégoûtée, et je lui ai dit bah ouais, j'ai les boules quoi, t'as abîmé quelque chose auquel je tiens, qui fait partie de mes petits moments plaisir. C'est pas dramatique, parce que c'est important de hiérarchiser aussi la gravité des choses, mais j'ai les boules. Ton acte a des conséquences sur mes émotions. C'est ça vivre ensemble aussi. Et les besoins des autres aussi. Alors, ça peut porter à débat parce qu'on peut dire que les enfants n'ont pas apporté les besoins des adultes, mais on peut aussi communiquer nos besoins de repos, de calme à nos enfants. Ils ne sont pas toujours en capacité de les respecter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on leur fasse l'économie de les informer de ça. En gros, c'est mieux vivre avec soi-même et les autres. Enfin, venons-en au fait. Mais c'est important de poser les bases, puisque mon regard change. Mon chien est intelligent, il apprend plein de choses. Mon enfant n'est pas en train de me manipuler, il est en train de faire autre chose, donc je vais changer de regard. Donc d'abord, on va dégommer un peu des mythes, des postulats, des préjugés. Peut-être que ça va ouvrir à discussion. Alors, le premier mythe, c'est le front commun. Vous savez, le truc de... Oui, mais quand ma femme dit ça, moi je suis obligée d'être d'accord, parce que sinon, mon petit va rien comprendre. Là, c'est Thomas Gordon qui a ça. Vous êtes d'accord avec ça, vous, ou pas? C'est difficile hein, de se positionner hein, vis-à-vis de ça. Moi, mon avis, c'est que je suis très d'accord avec Thomas Gordon que le front commun, il n'est pas si intéressant que ça pour l'enfant. Pourquoi? Parce que voilà comment ça se passe, la communication. Si on faisait un macaron de la communication en vert, le tout petit pourcentage, c'est le verbal. Et tout le reste, le rouge et le bleu, c'est le non-verbal. Donc quand je vais dire... Oui, oui, je suis d'accord avec papa, et que ma tête, elle fait oui, elle fait non en même temps. Et que... Mon enfant, il va se dire, attends, il y a un truc qui colle pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je crée de la confusion. Mais je crée aussi de la perte de confiance et perte de respect, notamment quand ils grandissent. Un enfant, une adolescente, un adolescent peut très bien dire, et d'ailleurs, je ne sais plus dans lequel de tous ces livres j'avais pu le lire, de dire, moi je respecte plus mon père par exemple, ou ma mère, parce que chaque fois que mon père dit quelque chose, et ben, ma mère elle est d'accord, même si je sais qu'elle n'est pas d'accord, elle dit rien. Qui ne dit mot consent. Ça peut créer de la confusion, tout ça, et de la perte de respect, perte de confiance, et du coup, ça abîme le lien. Donc, je trouve que ça enlève une petite pression de dire, je suis pas... Alors on n'est pas obligé non plus de descendre son compagnon, sa compagne en flamme, c'est pas le but. Mais on peut dire,
voilà, nous, chez nous, par exemple, on a une table basse qui a du verre. Mon mari est très mal à l'aise quand notre fille s'assoit dessus. Moi, non. Voilà. Mais par contre, quand mon mari est là et qu'il lui fait remarquer, elle me regarde, je dis oui, moi ça ne me gêne pas, mais ton papa il n'est pas tranquille quand tu es assise dessus. Donc on peut aussi respecter ça pour ton papa. Est-ce que vous êtes ok du coup? Ça vous parle cette histoire de front commun, qu'on peut être en désaccord et l'exprimer clairement sans que ça crée de conflit? Ça l'aide à développer la notion de choix. Exactement, et puis de vie en commun. C'est important ça pour les petits, parce qu'on choisit tout le temps leur place, plein de choses. Et un jour, il va falloir qu'ils choisissent pour eux. Voilà. Donc, et puis qu'ils sentent. De temps en temps, voir qu'au moins, on peut avoir des opinions. Et pas se taper dessus. Voilà, ça dépend pas dans le règle. Oui, bah voilà, bien sûr. Ça dépend tant que c'est pas règle. dans le conflit, ça tout les à aide fait. à choisir. Tout à fait. Un autre concept de Thomas Gordon que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il nous met énormément de pression, c'est la constance. La règle, si elle est valable le lundi matin à 8h, doit être valable à 9h, à 10h, du lundi au vendredi au dimanche. Ça doit être tout le temps pareil, sinon les enfants n'y comprennent rien. D'accord? Ça vous parle, ça ou pas? Parce que par exemple, dans une précédente conférence que je donnais, il y a une maman qui me disait « mais non, elle me dit, je dis bah, par exemple, donnez-moi une règle de votre maison. » Elle me dit « on ne regarde pas la télé le matin. » Je lui dis « c'est les vacances scolaires, vous êtes avec votre enfant, il a 40 de fièvre, il est malade. » Vous lui mettez pas un petit plaid devant la téloche pour que... Ben, elle résistait, pourquoi? Parce qu'on imagine aussi, comme je disais tout à l'heure, que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, que si jamais cette fois-là je dis oui, vous savez l'expression, on donne ça, que si cette fois-là je lui dis oui, forcément il va me croquer et puis il va vouloir à chaque fois. Moi je crois que les enfants sont sensés, ils peuvent comprendre qu'aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, t'es maladou, bah oui, mets-toi sous ta couverture, non. Faut mieux découvrir quand ils sont de la fièvre d'ailleurs. Mets-toi devant ta télé, regarde ton truc, repose-toi. Vous en même temps du coup, vous pouvez faire autre chose, c'est pas plus mal. Donc Thomas Gordon nous propose de regarder les comportements des enfants à travers une fenêtre. D'accord? Une fenêtre où en haut il y aurait les comportements acceptables et en bas il y aurait les comportements inacceptables. Du coup, il imagine qu'on a tous un seuil d'acceptation. Ce seuil d'acceptation varie nécessairement parce qu'on n'est pas des robots. Donc il y a des jours où le seuil n'est pas bien grand, parce que là ça voudrait dire tout là-haut que c'est tout petit comportement, il n'y a pas beaucoup de comportements que je vais trouver acceptables tellement je suis mal lunée, si on en est à ce stade-là. Ou il peut faire complètement l'inverse, c'est-à-dire, je sais pas, je viens de gagner au loto, mon mari arrive avec des fleurs, ouh, c'est la fête, tu peux tout faire aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a cette image que j'aime beaucoup de l'atelier Gordon. On voit l'enfant sauter sur un canapé qui dit « Le dimanche matin, c'est chouette de le voir tout plein de joie, et le jeudi soir, c'est pénible quand il fait fou sur le canapé. » Donc cessons de nous mettre cette pression de fou en se disant qu'on doit être constant, donnant du sens à nos règles. Et puis, on va y revenir, on n'est pas des super-héros, quoi. On est fluctuant, c'est l'humanité qui est fluctuante, quoi. C'est comme ça. Il faut des repères, il faut des cadres, on est bien d'accord, mais quand même, on n'est pas obligé d'avoir, si la règle, voilà, si la règle c'est, je sais pas, on mange jamais de bonbons avant de manger, si un jour on a un anniversaire et c'est la fête et qu'il y a des bonbons qui traînent, peut-être que ce jour-là on peut manger des bonbons avant le repas. C'est un cas aussi exceptionnel, et ça ne va pas bousculer tout l'équilibre alimentaire ad vitam aeternam de notre enfant. Mais c'est beaucoup cette peur des conséquences, c'est cette envie de bien faire et d'être un bon parent qui va nous pousser à vouloir être constant au-delà de ce qu'on ressent. Et pareil, si à un moment je me dis il faut que je sois constante et qu'au fond de moi je ne suis pas tout à fait alignée, 5% à peine de verbal, tout le reste c'est du non-verbal, donc mon enfant va sentir la faille et il va s'y engouffrer. Là, il faut lutter aussi avec tous les codes parentaux et la famille. C'est contre ça qu'on lutte aussi, parce qu'on a des modèles de ce qu'on a appris, et puis après, c'est pas évident d'assumer les choix devant la famille ou devant d'autres personnes. Ça, c'est sûr. Là, c'est une forte pression, ouais, c'est sûr que c'est difficile. Ça. Les enfants sont différents selon les personnes, avec les ils savent bien sûr. Très bien. Vous savez, quand vous récupérez votre enfant à la crèche quand ils sont petits ou chez la grand-mère, et puis vous, ça fait 4 secondes et demie qu'il est dans la voiture, et que déjà c'est l'explosion, ça navre beaucoup de mamans. J'en parlais dans une formation dans une crèche, et je disais, mais c'est aussi parce que les parents sont quand même la base de sécurité des enfants, et qu'avec eux on peut lâcher. Donc les enfants, ils lâchent les vannes avec leurs parents, ce qu'ils ne lâcheraient pas forcément avec d'autres personnes, avec qui le lien est moins sécure aussi.
J'aime bien, moi je trouve que ça regonfle bien l'ego parental. Ça me plaît beaucoup Ouais, c'est comme ça, ça me plaît beaucoup, hein, ça me plaît beaucoup ça. Le vocabulaire qu'on utilise maintenant. Bêtises, caprices et enfants sages. J'ai trouvé 3 petites photos que j'aimais beaucoup pour illustrer ça. Les bêtises, on voit cet enfant là sur la couverture du enfin sur la fiche du magazine Pêche, cet enfant qui saute à pieds joints dans les flaques. Il ne le fait pas pour qu'on ait plus de lessive. Il ne présuppose même pas de ça. La tablette et l'enfant, voilà, qui est censé faire un caprice parce qu'on veut lui retirer la tablette. Et l'enfant sage. Alors est-ce qu'on pourrait pas appeler les bêtises plutôt des expériences de vie, des jeux, une découverte? Parce que souvent c'est beaucoup plus le processus qui intéresse les enfants que le résultat. Genre, vous venez plier le linge et tout ranger dans votre placard à chaussettes, on va faire soft, et vous arrivez dans votre chambre, votre placard à chaussettes est ouvert et c'est chaussettes landent dans votre chambre. Bon, ça nous fait rire plus souvent ça. Si on a tout plié avant, peut-être pas, mais les chaussettes, ça va, c'est moins pénible à plier. Mais de se dire, en fait, ce qui a intéressé l'enfant, c'est, hop, ça peut tout autant l'intéresser de remettre que d'avoir enlevé. D'accord? C'est souvent le processus, la découverte, l'escalade, enfin, éprouver son corps face à la réalité qui intéresse l'enfant. C'est majoritairement ça. Les caprices, si on appelait ça frustration, colère, tristesse, décharge, émotions fortes, parce que c'est ça. En tout cas, moi je pense pour la plupart des enfants c'est ça. Puis le problème c'est que moins on les entend, plus on leur dit allez arrête ton chat, et plus ils vont crier fort pour qu'on entende à quel point c'est difficile. Moi c'est un mot que je n'emploie jamais, le mot caprice aujourd'hui, parce que je crois vraiment que tous les comportements ont un sens et que même ceux qui nous irritent parce qu'ils sont faits avec des voix géniardes ou dans des contextes pénibles, ça ne veut pas dire que tous ces comportements ne sont pas insupportables pour nous parfois, attention. Hein. Je dis pas que moi je vais la fleur au fusil quand ma fille elle me fait un gros sketch au milieu de la pharmacie parce qu'elle veut quelque chose et que ça explose. On n'est pas à l'aise, le regard, là les inconnus qui jugent, c'est compliqué. C'est compliqué, mais si je me dis, elle n'est pas en train de me faire un caprice, elle est en train de me dire qu'elle s'éclatait en train de jouer avec les petits jeux dans le coin et qu'elle n'a pas envie de partir, je n'aurais pas tout à fait la même intensité de réaction non plus. Mais on va le même discours avec elle. Et le même discours avec elle. Et aussi dans ce moment-là, je pense qu'il faut se concentrer sur l'enfant et oublier le regard. C'est ça. Ouais. Parce que si on pense au regard, on n'agit pas du tout comme il faut. En fait. Qu'est-ce qui est le plus important? Ma relation avec mon enfant. Mais certaines personnes ont beaucoup... Moi, je sais que c'est pas difficile pour moi d'éviter le regard des inconnus. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment difficile d'assumer ça. Hein, c'est compliqué. Hein. Encore, il y a les regards, mais c'est quand il y a les commentaires. Ou le fameux non-verbal. Parce que voilà. Rien n'est dit, mais rien n'est voilà. Et l'enfant sage, pour moi c'est une utopie, un enfant sage. Moi ça m'inquiète les enfants trop sages. Ça m'inquiète les enfants trop sages. Et puis les sages, pour moi, les sages c'est des grands sages. Il faut être vieux et barbu, avoir plein d'expérience pour être sage. D'ailleurs on dit sage comme une image, et une image c'est figé, ça bouge pas, c'est pas vivant quoi. Donc la sagesse de nos enfants, on va y revenir sur un autre outil parce que ça ne veut pas dire qu'on peut pas... des petits dépressifs d'ailleurs. Ouais. Malheureusement, les petites filles sages. Vous qui êtes médecin, vous constatez ça. Performantes à l'école et tout bien sous tous leurs rapports de partout. Dépression cachée. Malheureusement, souvent des petites dépressives. Eh oui. Et de l'anxiété aussi. Et de l'anxiété aussi, ouais. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas évident ça. Mais on peut quand même valoriser les comportements qu'on a envie de soutenir autrement qu'en disant t'es un enfant sage. On va y venir aussi. Punition et fessée, sujet sensible s'il en est. Alors là, je l'ai abordé avec des citations, parce que je trouve que ça résume bien. Il n'y a aucun parent, à mon avis, qui fesse ou qui tape son enfant avec plaisir et délectation en se disant c'est super ce que j'ai fait, je me sens super à l'aise. La fessée, elle arrive avec l'impuissance et la rage. La rage, c'est quoi? Je suis frustrée. Moi, adulte, je suis frustrée parce que le comportement de mon enfant me frustre. Il m'empêche de dormir, par exemple. Il me frustre dans mes besoins fondamentaux. Il me frustre dans un moment de repos dont j'ai besoin, de concentration, peu importe. Et puis, plus je vais être frustrée, pas entendue, et plus je vais me sentir impuissante face à cet enfant qui ne tient absolument pas compte de ce que je suis en train de lui dire, plus c'est la porte ouverte à la violence.
Donc tenir compte de nous, être alignés nous aussi, développer notre intelligence émotionnelle pour être conscient de nos colères accumulées, de nos frustrations accumulées, va permettre d'éviter un petit peu ça. Et d'ailleurs, j'ai une consoeur, Sandrine Nonzel, qui, quand elle fait des conférences, et je trouve ça super, elle pose une question aux parents et dit « Si vous aviez d'autres outils, si vous pouviez faire autrement que la fessée avec le même résultat, qui continuerait à mettre des fessées ?» Et personne n'aime la main. Parce qu'effectivement, tous les parents, s'ils avaient d'autres outils, moi je crois beaucoup en la bienveillance du parent envers les enfants, feraient autrement. Alors la punition, c'est un peu plus délicat comme question. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un des livres de Thomas Gordon qui est super, Éduquer sans punir. Celui-ci, il vous parle, alors, il vous parle vraiment très sérieusement de, pour que ça marche en punissant, voilà ce qu'il faut faire. Il faut que ça tombe systématiquement. Il y a vraiment un côté très dressage avec la punition si on veut que ça fonctionne, mais aussi pareil avec la récompense, qui est le pendant de la punition. L'inconvénient de la récompense aussi, c'est qu'il biaise la motivation naturelle de l'enfant à faire des choses. Ça, c'est un petit peu dommage, il biaise son élan. Alors, une citation que j'aime beaucoup d'Ayn Ginott. Ayn Ginott, il a aussi écrit un bouquin qui est enfin traduit en français. Enfin, moi, j'ai dans une version très vieille, là, c'est la nouvelle version, qui s'appelle Entre parents et enfants, qui date des années 60, ce livre. Et c'est lui qui a formé les deux animatrices des ateliers Parler pour que les enfants écoutent. Celles qui ont fait ces ateliers-là, c'est parce qu'elles ont suivi de la guidance parentale avec Ayn Ginott. Alors il dit, la punition ne décourage pas l'inconduite. Elle ne fait que rendre le coupable plus prudent dans l'accomplissement de ses crimes, plus adroit à dissimuler ses traces et plus habile à éviter qu'on le détecte. Quand un enfant est puni, il prend la résolution de devenir plus prudent, non celle de devenir plus honnête et plus responsable. Qu'est-ce qu'on ressentait, nous, quand nos parents nous punissaient? Vous vous souvenez de ce que vous ressentiez quand vos parents nous punissaient? L'injustice. L'injustice, qui générait du coup de la colère. Moi, je me souviens d'avoir dit des fois des gros mots dans ma tête en pensant à mes parents, des trucs qui ne me venaient jamais à l'esprit, sinon qui traversaient jamais mes lèvres d'ordinaire à la maison, mais d'avoir eu des fureurs contre mes parents, de me sentir pas comprise. C'est difficile, Thomas Gordon l'explique dans son livre. Une punition adaptée, proportionnée, ajustée à la situation qui va créer un impact, c'est très complexe, il faut qu'il y ait une récurrence, un cadre qui est insoutenable, surtout si on peut faire autrement. Si on peut faire autrement que les punitions, c'est pas mal. L'autre citation, c'est aussi que quand on punit un enfant, on lui rend la tâche un peu trop facile. Il sent qu'il a subi les conséquences de son crime et purgé sa peine. Maintenant, le roi est libre, il est libre de recommencer. C'est bon, j'ai fait mon truc, je peux refaire à la rigueur ou autre chose. C'est toujours ça à questionner de qu'est-ce que je véhicule à mon enfant quand je fais quelque chose. Quels apprentissages peut-il retirer? Et on va y venir. C'est sûr que ça, c'est vraiment un point délicat. Là, on a besoin d'outils, d'habileté. C'est des choses qu'on n'a pas en stock si on n'a pas un référentiel parental qui fonctionnait comme ça. Ça, on ne peut pas le sortir de notre chapeau à moins d'aller chercher de l'information. C'est très compliqué parce que des fois, voilà, tu n'auras plus ton jeu vidéo, tu n'auras plus ci, tu n'auras plus ça. Je discutais avec une connaissance qui me disait « je ne sais plus de quoi le punir ». Là, ma dernière étape, c'est qu'elle l'avait puni de son activité sportive parce qu'elle ne trouve... Mais c'est parce qu'on est démunis qu'on fait ça. Et en plus... ça ne marche pas, donc on se dit que si ça ne marche pas, c'est peut-être que je dois en faire plus, et que je n'ai pas assez sanctionné si ça ne marche pas. Donc on monte, on se sent de plus en plus dans l'affront, donc du coup plus en plus la porte ouverte à la violence. Et puis la punition, ça marche quand on peut priver quelqu'un de quelque chose qu'il ne peut pas obtenir seul. Ça va avec les tout petits, mais quand ils auront leur permis de conduire, quand ils auront la liberté d'aller chercher par eux-mêmes, combien de parents se disent « je ne comprends pas, petit ça marchait depuis qu'il est adolescent, il ne m'écoute plus, je n'ai plus aucune prise ». Mais parce que comment a été élaborée la relation? Si c'est toujours sur du troc comme ça, c'est très compliqué après à l'adolescence parce qu'il a la liberté. Tu veux pas que je sorte? Attends, je fais une tête de plus que toi, maman. J'y vais. T'as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est compliqué ça, c'est compliqué. Et du coup, ça nécessite des fois d'avoir une vision à long terme. De se dire, attends, comment je peux préserver la qualité de la relation, comment je peux faire autrement que punir, et surtout pour qu'il y ait un apprentissage, et ça, on va y aller. Donc, on va essayer de changer de point de vue en ayant d'autres postulats. L'éducation, je pense que c'est permettre de faire des apprentissages. C'est quoi pour vous l'éducation?
Ça sert à quoi d'éduquer un enfant? Les préparer leur vie, partir un À jour. devenir des adultes. À devenir des adultes, à être responsables, Lui apprendre à vivre en société. d'apprendre à vivre en société, d'apprendre le respect. Donc, on leur permet des apprentissages physiques, apprendre à marcher, des choses. On permet, hein, c'est pas nous qui leur faisons apprendre, hein, on facilite ça qui se fait sans nous. Hein. Des apprentissages psychologiques, intellectuels, émotionnels, relationnels, sociaux, comportementaux. On accompagne nos enfants à acquérir des choses, à avoir des apprentissages qui, nous l'espérons, feront que quand ils s'envoleront du nid, ils seront équipés pour se débrouiller. D'accord? Donc à chaque situation, on peut se dire, alors en fonction de notre disponibilité aussi, mais le plus souvent possible, se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là. Quand je renverse un verre de jus d'orange, même si mon enfant a tendance à, il n'est peut-être pas encore bien dans son schéma corporel, à renverser souvent des verres et que c'est irritant, que j'ai l'impression qu'il est maladroit, qu'il ne fait pas attention, c'est quand même un meilleur apprentissage de l'inviter à nettoyer ce qu'il fait que de lui renforcer à quel point il est maladroit. Moi, on m'a beaucoup dit que j'étais maladroite. Ça, l'exemple me touche un peu. Mais parce qu'après, on a deux mains gauches. Parce qu'après, quand vous êtes c'est les étiquettes, j'entendais le mot tout à l'heure. C'est épouvantable. C'est- À l'école, moi je suis tout à fait. Ouais, ça conditionne beaucoup de choses, les étiquettes qu'on a si on est maladroit. Et bah, du coup, dès qu'on va faire quelque chose d'un petit peu qui nécessite une métricité fine, on va se mettre en tension en disant mais moi je peux pas y arriver, je suis Voilà, maladroite. exactement. Et puis on comporte les présupposés, donc compliqué d'en sortir. Ouais, c'est compliqué d'en sortir, c'est compliqué. Donc notre travail, c'est de permettre des apprentissages sur tous les modes de la vie. D'accord ? Les comportements, tous nos enfants, les répondent à des besoins. Ça, c'est un peu le leitmotiv de la communication non violente. Quand j'étais formée à la PNL, on disait tout comportement a une intention positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais quelque chose, d'une certaine manière, c'est toujours mieux pour moi de faire ça que de faire autre chose. Dans ma balance interne, c'est quand même mieux, même si c'est pas top. Donc nos enfants, c'est pareil que nous. Leurs comportements correspondent à des besoins spécifiques. Et déjà, avant toute chose, les besoins fondamentaux des enfants et des humains. Il y a des besoins de base, manger, boire, dormir, communiquer, jouer, expérimenter, prendre l'air. Et des besoins affectifs, ils ont besoin, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez imaginer ça, je sais plus, je crois que c'est Isabelle Fioza qui parle d'une espèce de réservoir d'amour. Des fois, leur réservoir, à la fin de la journée, quand ça a chahuté, qu'on leur a acheté du sable, qu'on les a poussés, que la maîtresse les a grondés parce qu'ils n'arrivent pas à être concentrés et qu'ils bavardaient, que c'est vraiment un besoin d'amour, quoi. Il faudrait presque arriver à la maison en faisant free hug fin de journée pour que tout le monde ait son petit on se remplit. Et du coup, face à un comportement que vous jugez inacceptable, demandez-vous toujours ces besoins sont-ils satisfaits? C'est-à-dire, est-ce que le ventre est plein? Est-ce que la température est bonne? Est-ce que le besoin affectif est fait? Est-ce que le besoin de sommeil est respecté? D'accord. Et ça, c'est valable pour nous aussi, hein, en tant que parents, par exemple, le besoin de sommeil, moi je suis particulièrement touchée par ça, c'est la porte ouverte à la violence quand on manque de sommeil, mais c'est physiologique, on ne peut pas faire autrement. Il y a un moment où il faut dormir, et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, il faut faire quelque chose. En fait, se dire que finalement, l'enfant, il n'est pas en train d'agir contre moi adulte, mais pour lui. Et parfois, c'est pas clair, il faut sortir des codeurs et tout. Alors même si tout à l'heure, on rigolait en disant qu'avec nos enfants, on avait souvent quand même une connexion au Wi-Fi, hein, la parentalité a inventé le Wi-Fi avant que ça existe en vrai. Malgré tout, parfois, on n'a pas le décodeur, quoi. On dit, mon sang, il y a quelque chose. Et on peut aussi le reconnaître. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas. Je suis disponible si tu as besoin d'en parler. Et puis de lâcher l'affaire, et puis de laisser la porte ouverte à l'enfant si besoin. Mais à chaque fois qu'ils produisent un comportement, ou que nous produisons un comportement aussi, c'est pareil pour nous, hein, des fois on ne se comprend pas sur les réactions, mais ça a toujours du sens. Nos besoins sont-ils satisfaits par échelle? Ça c'est vraiment important. Et Angie Note nous dit les enfants sont comme tout le monde, hein, ils ont des besoins et pour les satisfaire ils agissent. Voilà. Les comportements sociaux et le mimétisme. Les neurosciences nous ont amené une notion hyper intéressante qui est celle des neurones miroirs. Alors après, tout le monde ne le traite pas de la même façon, cette histoire de neurones miroirs, parce qu'à la base, c'est quand même plus quelque chose de moteur dans le mouvement. C'est marrant parce que j'ai lu
plein de fois la même histoire avec un regard différent. Je vais vous raconter ma préférée, mais c'est la même, c'est un scientifique italien qui étudiait la motricité des singes avec un casque IRM sur le singe. Mon histoire préférée, c'est que le singe avait toujours le casque IRM, c'était la pause déjeuner des chercheurs, et que le chercheur s'est penché avec sa main droite pour attraper son sandwich, et que l'IRM s'est mis à faire du bruit. Et que l'aire cérébrale correspondant au bras du singe s'est allumé au moment où le chercheur a pris son sandwich. Alors je vous dis, j'ai lu au moins 6 ou 7 versions de cette histoire, je trouve que c'est la plus mignonnette, mais ça montre à peu près comment ça s'est fait. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes connectés en Wi-Fi, entre nous. Nos cerveaux s'interconnectent. Dès qu'on se met vraiment dans la relation, on bat un peu au même rythme, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on est vraiment connecté à quelqu'un, je me gratte l'oreille, et ben vous vous grattez l'oreille dans votre cerveau, quoi, grosso modo. Mais surtout, tout comme il y a du verbal et du non-verbal, ce qui est important de se rendre compte, c'est que nos enfants apprennent en nous observant bien plus qu'en écoutant nos longs discours. Et ça, c'est une notion, par exemple, que je trouve très intéressante pour l'apprentissage de la politesse. Dis merci. Dis merci. Alors déjà, ça veut dire quoi de dire merci? Ça veut dire quoi de dire bonjour? Quel sens ça a au niveau social? C'est peut-être aussi important de donner l'information. On exige, parce qu'on a l'impression qu'ils sont mal polis, de nos enfants qui disent bonjour, qu'ils embrassent mémé et pépé, même s'ils n'en ont pas envie. C'est vrai, parce qu'on a l'impression que quand même, ils ne les voient pas souvent, quand même, il faut faire un bisou. Il pique. Voilà, il pique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment qu'un adulte exige un contact physique, on doit l'avoir, même si c'est un adulte proche de la famille. C'est dangereux, ça. Hein. Respecte ton corps. On peut, en général, si on laisse l'opportunité aux enfants, on dit quand ce sera le moment pour toi, tu diras bonjour. Ma fille, c'est arrivé que 10 minutes après, bonjour parrain! Son parrain qui la regarde parce qu'elle n'avait pas voulu lui dire bonjour en arrivant. Mais quand on force à dire bonjour, bon sang de bois, bonjour, c'est souhaiter la bonne journée. On force pas quelqu'un à dire bonjour, ça n'a pas de sens. Quand nous-mêmes nous disons bonjour, quand nous-mêmes nous disons merci s'il vous plaît à notre enfant, moi je me souviens vraiment dans les premiers mots qu'a pu dire ma fille vers 18 mois, un jour elle m'a poussé, elle dit pas dur maman. Parce que vous le faites. Mais parce que depuis qu'elle était née, quand je la décalais, je disais pardon ma pépette. Et voilà. Et c'est vrai que, est-ce que ça vaut le coup de... Oui, on aura peut-être un enfant qui fera preuve de politesse verbale, mais sera-t-il vraiment poli? Mais là on parle... C'est parce qu'on voit la politesse comme une convention. La politesse, ça peut être aussi une attention à l'autre. C'est ça, oui. Et se pose quand même le problème quand un adulte a l'attention à l'enfant et que l'enfant ne répond pas, par exemple. Bah, que fait-on dans ces cas-là? Le problème, il est pour nous parce qu'on a l'impression qu'on a peur un peu de passer pour des parents d'enfants mal élevés. Non, là en l'occurrence, j'ai un exemple. Ouais, dites-nous l'exemple concret. Ma fille qui a 5 ans, ouais. Sa maîtresse lui dit qu'elle adore en plus. Hein. Ouais. Elle aime vraiment beaucoup cette maîtresse. Donc sa maîtresse lui dit bonjour et Chaya ne lui répond pas toujours parce qu'elle est occupée par autre chose. Elle a toujours une bonne raison. Mais se pose quand même là, pour moi en tout cas, la question de l'attention à l'autre. Mais ça sont vos valeurs que vous pouvez transmettre à votre enfant en parlant votre nom. Pour moi, le bonjour, c'est quelque chose d'important, surtout quand on apprécie les gens. Et je suis mal à l'aise que tu ne salues pas ta maîtresse en arrivant. Parce que vous avez le droit d'être mal à l'aise. Que... voilà. Et c'est petit à petit, 5 ans, ils ont des ratés encore. Parce que si quand je rentre dans la classe, je check quelque chose au fond de la classe qui me fait envie, je vais passer devant la maîtresse sans la voir. Et voilà. C'est pas du tout l'incriminer de dire... Et vous voudriez que ce soit systématique? C'est pas que je voudrais que ça soit systématique, je voudrais que c'est assez de sens pour elle, qu'elle ait du coup intégré cette valeur de l'attention à l'autre, pour que ça soit important pour elle, pour ma fille, d'accorder l'attention à quelqu'un qu'elle aime bien. Oui, je suis d'accord. Moi j'ai ça plus avec le merci. Je suis d'accord que c'est très exigeant, c'est-à-dire que ça viendra avec le temps. Oui. Le merci pour moi est important, par exemple aussi quand par exemple les anniversaires, les gens font des cadeaux, les enfants croulent sous les cadeaux quand ils sont petits, qu'ils ont du mal à remercier. C'est de faire, moi j'appelle ça le disque rayé, de rappeler que, tu sais, pour moi c'est important quand quelqu'un t'offre un présent, a pris du temps pour te choisir un cadeau, pour te célébrer ton anniversaire. Le merci pour moi c'est quelque chose d'important, c'est une façon de montrer qu'on s'aime, ça donne sens avec la répétition. Effectivement, 5 ans,
Faut voir le cap des 7 là. Ouais, non, mais c'est comme ça. Mais c'est entendable, c'est entendable. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus en nous voyant faire qu'ils acquièrent que qu'en se faisant sermonner en fait. Je suis un blog d'une maman de jumelles et elle raconte que la maîtresse met sur une chaise à l'entrée de la classe punie tous ceux qui lui disent pas bonjour le matin. Ça donne vachement envie de lui dire bonjour. Quoi. 2014. C'est à toi l'éducation Ah nationale. bah, moi je trouve que c'est maltraitant, puis ça donne pas envie à l'enfant d'entrer en relation. Dire bonjour, se souhaiter la bonne journée, c'est accepter de rentrer en lien avec la personne et dire on va communiquer ensemble, on va faire des choses ensemble aujourd'hui. Ben, pour moi, elle va obtenir l'inverse de ce qu'elle veut, cette enseignante certainement. Je trouve ça un peu triste. Mais... En tout cas, voilà, c'est aussi nos comportements sociaux. Si à chaque fois qu'on se fait faire une queue de poisson en voiture, on fait bip 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 des noms d'oiseaux, des signes terribles et tout, c'est notre façon de gérer les conflits. Si dès que notre mari ou notre femme fait un truc de travers, bim, on lui tombe dessus, ben on montre comment sont les rapports sociaux aussi, le microcosme de la famille, c'est un reflet de société pour notre enfant. Donc c'est aussi notre façon de faire à nous qui va montrer à nos enfants comment ils peuvent se conduire en société, qu'est-ce qui est important. Ça suffit pas, effectivement, il faut aussi avoir un verbal, on est d'accord, hein, il est primordial le verbal. Mais pas dans l'injonction. Mais l'injonction peut... Bah, pour l'exemple de la politesse, l'injonction elle est un peu antinomique avec la notion de politesse. Quoi. Voilà, pour ce cas précis. Mais pour la gestion des conflits, pour... par exemple, il y a une petite habileté pour gérer la colère et des enfants à pas taper, par exemple, et à faire autrement, de dire tu peux crabouiller ta colère. Quoi. Tu vas peut-être en colère comme ça ou t'es en colère comme ça. On prend une feuille, un crayon. L'enfant peut ne pas le faire. Et puis, j'ai eu un exemple d'une dame qui l'a fait, elle. Un jour, elle était furax, elle l'a fait. Et bien, depuis, son enfant le fait. Ou dans Faber et Maslich, d'en parler pour que les enfants écoutent, je ne sais plus dans lequel, il y a une maman qui raconte que elle s'est fait avoir par un réparateur télé quelconque, hein, ça a des années, ces ateliers, mais... et qu'il l'a eu, en fait, il y avait que la prise à rebrancher qui était mal enquillée ou à revisser, et puis il lui a pris un déplacement, un truc et tout. Et elle était furieuse, et elle s'est assise à sa table de cuisine, elle a cribouillé comme si c'était un monstre, elle lui a mis des dollars à la place des yeux, méchant monsieur, elle a exprimé sa colère comme ça, et ses enfants l'ont vu faire, et après ils ont exprimé leur colère comme ça. C'est-à-dire que si on leur propose, en leur disant non, quand tu es en colère, tu ne peux pas taper, tu peux faire autrement, tu peux faire comme ci, comme ça, et que nous, à chaque fois qu'on est en colère, on tape du poing sur la table et qu'on n'use pas d'autres habiletés, c'est compliqué pour l'enfant d'intégrer que lui doit faire autrement. C'est compliqué, en tout cas. Donc pour politesse, gestion des émotions, la gestion des conflits, c'est les 3 thèmes qu'on vient d'aborder là. On est quand même des modèles beaucoup pour nos enfants, bien plus que nos grands discours où ils ont lâché la 3e phrase, où ils sont dans leur tête et puis qui suivent. C'est l'exemplarité en fait. Oui. En management, on parle d'exemplarité. Oui. En fait, en éducation, c'est un peu pareil. C'est l'exemplarité sans aller à la perfection, oui, avec cette nuance-là. Parce que des fois, il y a le contre-pied aussi. Hein. Je suis d'accord pour l'exemple, mais des fois, il y a l'inverse. Hein. C'est pas parce que les parents sont comme ci, comme ça, que les enfants seront... Non, mais après, on n'est jamais dans les maisons non plus. On ne sait pas comment ça se passe dans la réalité quotidienne. Et c'est voilà, dans le quotidien, on peut passe-moi le sel, file-moi de l'eau... à table, prendre le temps de se dire s'il se plaît, de se remercier. Pour le respect et l'attention à l'autre, c'est sûr. Les émotions, ça c'est très important. Les émotions, ce sont vraiment des processus qui sont complexes et qui sont d'abord physiologiques. C'est pas psychologique d'être en colère, c'est pas psychologique d'être triste, c'est d'abord physiologique, d'accord? C'est-à-dire que c'est une réaction qui est physiologique, qui est spontanée. Ça veut dire quoi spontanée? Je ne décide pas d'être ou de ne plus être en colère, je subis. C'est certaines hormones, comme l'adrénaline, comme d'autres hormones pour la joie. C'est rapide, c'est hors de contrôle et forcément ça impacte sur les comportements qu'on peut avoir et sur nos types de pensées aussi. Quand on est en colère, on peut tourner en circuit fermé, en ruminant par exemple, tout comme quand on est triste. Ou quand on a peur, être tout le temps en train de penser à l'objet de notre peur. Ça c'est possible aussi. Mais ça sert à un truc formidable, les émotions, ça sert à nous adapter. Sans les émotions, ça les chercheurs le savent en neurosciences, le tout premier qui a un peu montré ça, qui a été étudié, s'appelait Phineas Gage, et ce monsieur, il a pris, il
construisait le chemin de fer à travers les États-Unis et suite à une explosion, il a pris une barre à mine qui lui a traversé la joue et le lobe frontal. C'était un monsieur qui était très dandy, toujours bien habillé, toujours très poli et courtois, et qui est devenu ordurier dans ses propos, qui n'a plus été capable d'avoir le moindre comportement social adapté, qui n'a pu plus travailler. Tout ça parce qu'il n'était plus en capacité d'avoir des raisonnements qui étaient nourris des émotions pour avoir des décisions justes. Donc nos émotions, c'est quelque chose d'important. Et qu'est-ce qu'on fait avec les émotions de nos enfants? On appelle leur colère caprice, on leur demande d'arrêter de pleurer. Mais ton ballon il a explosé, c'est bien grave, hein, je t'en donne un autre. Mais oui, d'accord. Mais c'est pas bien grave, effectivement, c'est important de hiérarchiser la gravité des choses. On a le droit d'avoir les boules même pour les choses pas bien graves. Toutes les émotions sont permises, c'est juste les comportements qui ne sont pas forcément acceptables. C'est-à-dire que son ballon explose et puis qu'il va mettre un coup de poing à un copain qui l'a acheté sur le rosier, là, ça va pas. On apprend bien quand on se sent bien. Tout à l'heure, on disait que notre but, c'était de créer des apprentissages. Mieux on se sent, mieux on acquiert. Donc, quand nos enfants sont tristes, inquiets, en colère, effrayés, les émotions les envahissent beaucoup, elles prennent la place et on ne peut pas faire autre chose. Je pense par exemple à la lutte des devoirs. Quand on bataille pour les devoirs à l'école, du moment qu'on est dans le conflit, que l'enfant est en colère ou il a l'impression qu'il ne va pas y arriver, il vaut mieux faire une pause. On ne travaille pas correctement quand on est fâché contre son parent, c'est pas possible. Vous avez vu là les petites illustrations, elles sont mignonnettes comme tout, ces petites illustrations, elles sont en téléchargement gratuit sur un blog qui s'appelle Bougribouillon. Moi je les ai imprimées et plastifiées. Et on peut aider les enfants à développer leur intelligence émotionnelle comme ça, en leur proposant des petites cartes d'émotions quand ils sont petits. Elles sont jolies, hein. Cette illustratrice en plus, elle est très généreuse parce qu'on peut télécharger en PDF gratuitement et se les imprimer. Bougribouillon. C'est Maman Ours, je crois, son pseudo, et c'est Bougribouillon. Donc les émotions de nos enfants, il va falloir nous en occuper. On va revenir après avec les habiletés sur l'écoute. Alors sortir des relations de pouvoir. Moi j'aime beaucoup cette relation de Thomas Gordon qui dit « Si un parent décide d'abandonner le pouvoir, cela ne veut certainement pas dire qu'il va cesser d'avoir de l'influence. » Finalement, cette parentalité positive, c'est de passer d'une autorité de pouvoir à une autorité d'influence. Et ça me plaît beaucoup, moi, comme concept. Parce qu'on ne fait pas rentrer au marteau nos valeurs dans la tête de nos enfants. On s'influence les uns les autres par nos valeurs, par notre façon d'être au quotidien, par la qualité de notre relation aussi. Et le risque de trop de relations de pouvoir, de trop vouloir pour les autres, c'est d'abîmer la qualité de la relation. Après, tout dépend quel est notre objectif de parent. Est-ce que c'est qu'ils rentrent dans le moule, quitte à ce que je perde la relation à l'âge adulte? Certains peuvent vouloir prendre le risque, mais c'est un risque dont il faut avoir conscience. Et donc, là, je vous dis beaucoup de concepts, mais c'est vraiment pour poser les bases. Et j'ai rigolé beaucoup sur cette photo. Les parents ne sont pas des super-héros. Je ne savais pas qu'ils avaient été ensemble. Superman et Wonder Woman. Soyons juste des parents. On se questionne beaucoup, mais si je ne suis pas super forte, mon enfant ne va-t-il pas vaciller en me sentant fragile et s'écrouler complètement? Mais on est des humains, on l'est fragile. On l'est de toute façon. Si vous vivez quelque chose de très difficile, un deuil, une perte, et que vous vous mettez à pleurer, vous apprenez quoi à votre enfant? Que vous êtes humaine et que quand on est triste, on pleure. Simplement. Je crois que c'est ça l'apprentissage majeur. Par contre, on ne fait pas porter nos émotions à nos enfants en disant qu'ils s'en occupent. On peut aussi les rassurer en disant, tu sais, en ce moment j'ai un moment difficile, je suis bouleversée, mais ton papa, ta maman s'occupent de moi, j'ai ma copine, j'ai telle personne, tu sais, je suis soutenue, je suis entourée, c'est pas à toi de t'occuper de moi, j'ai des personnes qui peuvent s'occuper de moi. C'est dur hein, de ne pas être des super-héros. Hein. Enfin, moi, mes racines italiennes font je lutte beaucoup pour ne pas être Wonder Woman de ma fille, quoi. C'est difficile, ça. Et c'est vrai, juste... Oui, vas-y. Effectivement, il faut bien verbaliser auprès des enfants et leur expliquer, parce que les enfants ont quand même tendance facilement à se responsabiliser, à se rendre responsables du malheur des parents. Et c'est vrai que c'est important de leur expliquer, de bien poser les choses. Bien sûr. Et de leur dire que ce n'est pas de leur faute, parce qu'effectivement, ils ont tendance à prendre pour... Bien sûr. Quand les parents divorcent, il y a des gosses qui pensent que c'est de leur faute. À l'école, il me dit, tu sais, on a divorcé. Je dis, mais attends, c'est pas toi qui as divorcé. On a divorcé, bibiche. À 6 ans. Ouais. Mais c'est vrai de leur donner du sens sur ce qui se passe. Et effectivement, ils peuvent se culpabiliser pas mal pour ça, hein, les enfants.
Donc, Thomas Gordon dit aussi, soyez une personne, pas un parent. Soyez une personne, quoi. Je mets beaucoup de citations parce que je trouve que c'est ludique et que ça synthétise bien la pensée du courant. Et aller vers plus d'authenticité, c'est-à-dire qu'on peut aussi dire à nos enfants ce qui nous énerve, ce qui nous attriste, ce qui nous met en colère, ce qui nous fait peur dans leur comportement. Mais en étant dans du je. Moi, je. C'est pas toi qui me fais peur, c'est moi qui ai peur quand tu fais ça. C'est pas tout à fait pareil. Et puis les enfants sont des enfants. Je vous ai mis une petite série de photos de doigts dans le nez, de rouleaux de papier toilette étendus dans toute la maison, de cheveux coupés, il y en a à qui ça va parler, de peinture sur les murs. Les enfants sont des enfants et heureusement. Voilà, je veux dire, c'est aussi ça un peu le concept de la parentalité positive, c'est de se dire voilà, les enfants c'est aussi des enfants. Imaginons-nous, un jour on découvre une planète habitée par des gens, sur les planètes sur lesquelles on peut aller, et puis on y va, on est adulte, hein, on a notre cerveau est tout formé, tout raccordé et tout, mais bon, sans voix, ils ont des codes sociaux que je ne connais pas, ces gens-là. Les enfants sont des enfants. Ils ne sont pas des mini-adultes. Ce ne sont pas des mini-adultes. Par contre, ce sont des vraies personnes, même s'ils ne sont pas des mini-adultes. Oui, mais c'est des adultes en devenir. Voilà. Ce sont des adultes en devenir. Et du coup, c'est vrai que parfois, voilà, moi j'ai ma fille un jour qui arrivait avec mon stabilo orange dans la main, elle dit regarde maman, mais maquillée moi. Elle avait du stabilo orange de partout. Et oui, avant maman se maquillait tous les matins, donc c'est rigolo de se maquiller. Souvent quand j'entends leur maman, viens voir, je me dis oh là là, qu'est-ce que je vais trouver en arrivant dans la pièce. Mais voilà, les enfants sont aussi des enfants, ils ont besoin d'apprendre les codes sociaux. Pourquoi, alors qu'on a une ardoise sur le mur de la cuisine, on ne peut pas faire un dessin juste en dessous sur un autre mur, puisqu'on peut là-dessus. C'est vrai que c'est irritant, je suis d'accord. Je le suis aussi souvent. Mais voilà, les enfants, c'est des enfants, ils sont en train de découvrir le monde. Celle-là aussi, elle est importante. Ce dont on est en train de parler ensemble là, depuis 1 heure, c'est pas de la perfection, c'est d'une direction. Les sophrologues diraient d'une intentionnalité. Il ne s'agit pas de faire tout bon à chaque coup. Il s'agit juste d'être dans une disposition, dans une intention de respect mutuel de l'enfant, mais de respect de soi aussi en tant que parent. D'accord, ça c'est très très important. Le but, c'est une relation gagnant-gagnant. Hein. En fait, c'est ni autoritarisme, ni laxisme. C'est une voie intermédiaire, une troisième voie, ce qui est rigolo. D'ailleurs, c'est appelé la troisième voie. Et le courant humaniste est souvent appelé la troisième force face à la psychanalyse et à la thérapie comportementale et cognitive. Donc, c'est une troisième voie. Les habiletés. J'espère, là on va venir à des outils concrets, mais vous avez plein d'outils déjà dans ce que je vous ai dit, parce que simplement changer de regard, ça va changer le message implicite que vous avez vis-à-vis de votre enfant. C'est-à-dire que passer peut-être, vous allez regarder un comportement étant exaspéré, puis vous dire attends, il découvre. Et ça va vous faire redescendre et vous allez automatiquement avoir une autre attitude. C'est pour ça que ce fondamental de postulat était pour moi important, pour qu'on comprenne le regard qu'on a eu sur l'enfant et qu'on prenne de nouvelles bases. Maintenant, des outils concrets qu'on peut retrouver dans les ateliers, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Le tout premier, le fondamental, le plus important de tous, c'est l'écoute. Et notamment l'écoute des émotions. Que ce soit le chagrin, que ce soit la colère, que ce soit un petit trouble qu'ils sont un petit peu secoués, que ce soit une grosse peur d'un coup. Voilà. Parce que j'ai peur d'un insecte, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Quel apprentissage je retire de ça? C'est de dire, oh là là, mais c'est vrai que cette petite bête, ça peut faire peur, on la connaît pas. Aujourd'hui, on a des tablettes, on a des ordinateurs, on peut aller sur un moteur de recherche quelconque, chercher la photo de la petite bête, voir si celle-ci elle pique, comment elle vit, où est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange et tout. Juste intéresser les enfants pour qu'ils découvrent le monde. L'inconnu fait peur, à vous comme à eux. Nous, on connaît les mouches, on connaît les fourmis, on connaît les cloportes, on connaît... Eux découvrent, tiens, celle-ci, elle pique ou elle pique pas? La peur, c'est qu'on comprend pas. La peur, c'est une réaction au danger et à l'inconnu. C'est normal d'avoir peur face au danger et à l'inconnu. La colère, c'est une réaction à la frustration, à l'agression et à l'injustice. C'est normal d'être en colère quand on perçoit pour soi de l'injustice, de l'agression ou de la frustration. C'est normal. La tristesse, ça réagit à quoi? La perte. À la perte. Quelle qu'elle soit. La perte d'une idée, je suis déçue, ou d'une idée sur une personne. La déception est une perte.
La perte d'un objet réel, la perte d'une personne. Du moment qu'on est dans la famille de la perte, c'est normal d'être dans la famille du chagrin. Et la joie? L'alcool. La joie réagit au plaisir, au partage. Essayez d'être joyeux tout seul. Je disais un jour à un adolescent en consultation sophro qui passait son bac. Je lui disais que la joie, ça se partageait, ça se fêtait. Oh, je m'en fous. Vous savez, les ados, je m'en fous, moi, je suis au bac, je suis content. Et je lui dis, bah, imagine, t'es devant la feuille, hop, t'as vu ton nom, tu prends ton portable, t'appelles ta maman, et tu dis, ouais, maman, j'ai eu mon bac. Encore heureux. Forcément, tu vas retomber ton soufflet. La joie, elle naît dans le partage, dans l'échange. Dans l'alcool. Ou dans l'alcool. Mais bon. Accompagné de Comment on fait pour écouter? Comment on fait pour écouter? Eh bien, on met en mots. T'es frustré que papa ait arraché la tablette des mains? L'écoute active. L'écoute active, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on écoute, mais on est actif parce que l'enfant, il a besoin d'enrichir son vocabulaire et son référentiel de la sensation, de l'émotion. Donc on va essayer de dire, faire des propositions. Dire, bah, t'es frustré parce que tu es en colère, parce que tu avais envie. Ça fait peur un animal qu'on ne connaît pas. Ça fait peur d'arriver à l'école la première fois. C'est normal. Déjà le rassurer sur la normalité de son comportement. Parce que quand on lui dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, on se moque. On se moque, quelque part. On minimise. Quand on fait, c'est rien, quand un ballon explose ou que la glace elle est tombée par terre, c'est bon, c'est pas grave. Non, c'est sûr, c'est pas grave. Mais j'avais envie de manger celle-là. Ou alors, pire, je t'avais dit de la tenir droite. Punis-toi. Alors ça, pour moi, ça j'ai une image que j'aime beaucoup. C'est on n'apprend pas à nager à quelqu'un qui se noie. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous sautez pour le sauver, puis vous lui dites « Allonge ta brasse et respire ». Quand nos enfants ont peur, on leur apprend à nager pendant qu'ils se noient. On ne prend pas le temps de sauver le truc. C'est seulement dans un deuxième temps que l'apprentissage il peut être fait. D'abord, on prend le temps d'écouter. T'es déçu, t'es triste, mais ça nécessite que nous aussi, on ait un petit peu un registre de la sensation, de l'émotion. Et c'est pour ça que ça nous fait grandir, nous aussi. Donc ça c'est fondamental, on écoute. Il reste 10 minutes, alors du coup je... Mais c'est pas toujours facile, parce que plein de fois on va faire... T'es frustré, mais... On va commencer à écouter, puis on va mettre le mais fatidique qui fait que, ouais d'accord, je t'ai écouté, donc si tu pouvais maintenant te calmer. Non, c'est pas une recette magique, c'est pas parce qu'on écoute que dans l'instant, l'enfant va s'arrêter net. Bien que ce soit parfois quand même assez redoutable d'efficacité. Vous trouvez en pleure, vous cherchez, ah, ça s'arrête net. Comme les mimiques avec les tout petits. Ouais. Moi, du fait de mon boulot, j'ai beaucoup lu sur tout ça, et plus je le mets en pratique, en consulte, je trouve que vraiment ça marche. Le tout petit pour les non-verbal, pour exagérer les mimiques, et ben franchement ça marche. Ouais. J'avais lu un truc de Tisseron sur ça, et effectivement, ouh là là, ça va pas être bien marrant, ça va faire mal, parce que le nombre de parents, c'est rien, c'est rien, tu verras, c'est rien. Non, c'est pas rien, ça va faire mal, mais ça passe vite. Ou quand ils arrivent et qu'ils sont bien virés, oh mais que t'as l'air content. Et des fois les parents ils me regardent, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Mais ça marche super bien pour mettre en relation le tout petit. Ou... Ça c'est sûr, et même les plus grands dans les gestes, notamment quand on doit faire mal, quand on doit les soigner, qu'on doit leur faire mal, en les soignant, c'est complexe de faire comprendre ça à un enfant. Il ne comprend pas, c'est un tout petit, qu'un médicament le soigne, c'est très compliqué à faire. Mais ça c'est sûr de dire les choses pour les vaccins, là il va piquer, oui c'est désagréable, ça fait mal, ça peut brûler, ça peut faire comme si. Voilà. Mais c'est bien aussi d'essayer de hiérarchiser, parce que si notre enfant se prend une gamelle un peu plus importante, qu'on n'ait pas la même réaction que quand il s'est juste ébréché le genou, juste pour l'aider à poser des graduations sur ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Mais prendre le temps d'accueillir, arrêter de nier, on va y revenir. Donc A.M.J. Note nous dit on peut accueillir toutes les émotions, mais on doit limiter certains comportements. On leur apprend à vivre en société, donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'on est en colère, on ne peut pas les taper sur le voisin, on ne peut pas hurler tout le temps, on vit en société, donc on ne peut pas, c'est pas possible. En fait, on nie les émotions des enfants souvent. Donc en gros, on leur dit mais non, tu ressens pas ce que tu ressens. Maman, j'aime pas mon petit frère.
Monsieur, tu l'aimes ton frère. Quand même. C'est des bêtises. Voilà. Bah ouais, il y a des moments tu l'aimes pas, plus on permet aux frères et sœurs de pas s'aimer, plus ils s'aiment, en général. Tu sais pas ce que tu sais. Maman, j'ai chaud. Ah non, il fait trop froid, tu gardes ton pull. Tu sens pas juste, on leur dit, quand on dit ça. Et puis tu penses pas vraiment ce que tu dis. Je sais pas... Mamie, elle sent pas bon. Mais les enfants, en plus, ils mettent les pieds dans le plat, ils n'ont pas nos filtres sociaux, donc ils y vont, quoi, par exemple. Ils peuvent dire des choses comme ça, mamie, elle pique, mamie, il sent pas bon, machin. Pourquoi la dame, elle est marron? Tu vois, Ah oui, Mais marron, elle va un peu, mais en fait, je t'expliquerai à la maison. Non, mais c'est sûr que c'est pas facile de faire ça, d'être à l'écoute, mais dites-vous que c'est comme rentrer à la maison, furieuse, parce que votre collègue de travail ou votre boss a été infect avec vous et tout, et vous rentrez, vous dites à votre mari ou à votre femme, mais tu te rends compte, nanana. Et il n'a pas commencé à dire 2 phrases, vous dites, attends, c'est bon, calme-toi, là, t'es trop énervé. Moi, vous me dites ça, je monte dans les toits. Je suis 10 fois plus énervée si vous me dites ça qu'avant. Par contre, si à votre mari ou votre femme, vous lui dites, oh, dis donc, t'as l'air furax, hein, je sais pas ce qu'il t'a fait, mais ça t'a vachement mis en colère, et ben ça redescend. Ça redescend. Là, c'est tu parce que c'est l'émotion. Tu as l'air, j'ai l'impression que tu as l'air, parce que je ne suis pas toute puissante pour savoir tout ce que tu vis dans ton corps. Mais disons, tu as l'air furax, je ne sais pas ce qu'il t'a fait ton boss ou ton collègue, mais tu as l'air de bien... Hein. Et là, bah oui, et puis du coup, on va raconter. Et puis, imaginez, pour nous les adultes, les émotions, c'est comme un ballon. L'équilibre émotionnel, vous avez votre ballon, où vous pouvez autant avoir accès à votre cervelle et à votre réflexion cartésienne, vos pensées, qu'à vos émotions. Vient l'envahissement émotionnel. D'un coup, vous ne pouvez plus beaucoup vraiment faire preuve de réflexion parce que vous êtes envahi par l'émotion. Ce qui va permettre de dégonfler votre ballon émotionnel, c'est l'écoute, c'est de vous exprimer et de vous sentir écouté. Ça ne suffit pas juste d'exprimer, se sentir écouté va être vraiment salvateur. Une autre petite image que j'aime beaucoup, je trouve que pour les enfants ça aide à comprendre, c'est plus de moi, il s'appelle Monsieur Siegel, je crois, celui qui a fait ça. Il représente le cerveau comme ça. Il dit, bon, bah, ça c'est la colonne vertébrale avec la moelle, ça serait notre cerveau, la pulpe de mon pouce, ça serait notre cerveau très reptilien, le dessus, ça serait notre limbique, et par-dessus, donc le limbique, c'est vraiment les émotions, le reptilien, c'est nos réflexes plus vitaux, on va dire, on va passer vite, mais respirer, réguler notre température, tout ce qui se fait de façon très archaïque, et une partie des émotions. Parce que les émotions, c'est pas que le système limbique, hein, tout est très interconnecté dans le cerveau. Par-dessus, ce serait le néocortex, le nouveau cortex, donc le plus récent. Et devant, ce serait le cortex préfrontal, celui qui nous permet vraiment de nous organiser, d'anticiper, de résoudre, vraiment qui nous aide, qui est le plus développé chez l'être humain. Théoriquement, tout ça, ça communique ensemble. C'est plein de connexions neuronales, plein d'actions qui communiquent entre eux. Un enfant, quand il est aux prises dans une émotion, il est perché. C'est comme si ça discutait plus avec ça. C'est pour ça que ça sert à rien d'apprendre à nager à un enfant qui se noie. D'accord. Donc quand on fait ça avec les enfants, qu'on leur dit mais tu ne ressens pas ce que tu ressens, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne penses pas vraiment ce que tu sais pas ce que tu sais, et bien souvent on est face à une opposition. Si vous dites à votre mari j'ai chaud et qu'il vous dit mais non il fait froid, mais si j'ai chaud, non non il fait pas chaud, non. Mais si j'ai chaud, ça peut durer très longtemps. On a juste des perceptions qui ne sont pas les mêmes. Et nous adultes, ça nous agacerait profondément qu'on nous dise que notre perception est erronée. Mais pourquoi quand un enfant... Pardon. Oui. Pourquoi quand on dit à un enfant, moi quand il rentre de l'école et que je sens qu'il est fatigué, et il commence à pleurer un peu pour des petites choses, tu dis voilà, t'es fatigué. Et là, non, je suis pas fatigué. Et en fait, il veut pas accepter ça en fait. Alors la fatigue est sûrement là, le potentialisme, et ce qui déclenche, c'est toujours quelque chose qui déclenche le comportement malgré tout. Même s'il y a de la fatigue de l'école, il y a sûrement de l'émotionnel derrière tout le temps. Et puis en plus, souvent, nous les parents, on a souvent tendance, dès qu'ils sont un peu avec des comportements de pleurer, de pleurnicher un peu, de dire t'es fatigué. Et c'est vrai que c'est sûrement une réalité, mais il n'en demeure pas moins que ce qui a déclenché les pleurs, c'est autre chose que la fatigue. Elle a optimisé la fatigue, mais il y a toujours un déclencheur au comportement. Toujours. Être affirmatif. Alors ça, c'est une habileté.
que je travaille depuis des années avec mes clients, parce que ça, c'est quelque chose de très difficile. On est toujours en train de formuler les choses par leur contraire. Tu cours pas sur le trottoir, tu cours pas autour de la piscine. Ne pensez pas C'est négatif. à un éléphant rose. Veuillez tous arrêter de penser à un éléphant rose. Sortez-moi cet éléphant rose de votre tête. Personne, curieusement, n'a eu ça dans sa tête. Un éléphant rose avec une grosse croix noire qui dit « n'y pensons pas ». Parce que notre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Si je vous dis de penser à une girafe bleue avec des talons aiguilles, vous pensez à une girafe bleue avec des talons aiguilles, mais personne n'a pensé à un éléphant rose. C'est pareil pour nos enfants. Moi, je passe ma première consultation en sophro à demander aux gens de fixer leur objectif de travail autrement que par la négative. Je veux plus être stressée, je veux plus être angoissée, je veux plus me réveiller la nuit. Ok, et vous voulez qu'elles soient comment vos nuits, et votre gestion du stress, vous voulez qu'elles soient comment, et comment vous avez envie d'être au quotidien. Autour de la piscine, on marche. Au soleil, on met son chapeau. Voilà, positif. Affirmatif surtout. On évite les négations, parce que déjà pour nous, c'est compliqué de ne pas penser à un éléphant rose. Alors pour nos enfants, sollicitons-les sur les comportements que l'on souhaite obtenir. Tu restes à côté de moi, plutôt que tu t'en vas pas en courant dès qu'on arrive, tu restes près de moi. Donnez des consignes affirmatives. La terre reste dans le pot. Ça fait des trucs cocasses des fois. Les tongs, c'est au pied. Non, je vous dis des petites choses parce que des fois c'est une gymnastique. Moi je suis habituée à faire ça, mais ma fille a passé un été à bouffer les tongs de la maison, tous les tongs qui passaient. On avait dit ne mange pas les tongs. Non, les tongs c'est au pied. À la fin de l'été, elle parlait pas encore parce qu'elle avait tout juste 12 mois. Elle tapait les tongs par terre ou elle les mettait vers nos pieds. Il a fallu faire le disque rayé. Mais donner des consignes affirmatives, voilà. Plutôt que ne jette pas la terre par terre, hop, jetez, bim, j'arrive pas à inhiber mon geste, je jette. Non, la terre, elle reste dans le pot de fleurs. Vous arrive ça aussi? Ouais, vous avez fait. Il n'y a pas que les chats qui font ça, les enfants. Donc ça, c'est une super habileté de donner des consignes affirmatives. En tout cas, ça favorise la coopération des enfants. En termes d'habileté, celui qui vous dit qu'il y a quelque chose qui marche à tous les coups, non. je pense. Ou alors, il faut me le présenter puis qu'il me donne son truc. Mais voilà, avec les enfants, on est des humains, en interaction avec les enfants, il n'y a jamais rien qui fonctionne à tous les coups. Être affirmatif, ça pourra marcher à des moments, moins à d'autres. Écouter les émotions, c'est pas parce qu'on écoute l'émotion que l'enfant va automatiquement arrêter son comportement, ne plus le reproduire. C'est pas des recettes miracles. Par contre, c'est juste avoir des relations plus respectueuses et favoriser la relation de confiance sur l'avenir. L'imaginaire. Alors ça, moi, j'utilise beaucoup à l'hôpital, parce que j'en amène beaucoup les enfants dans l'imaginaire, mais j'utilise beaucoup avec ma fille qui aime beaucoup les bonbons. Et qui mangerait des bonbons matin, midi et soir. Alors on imagine qu'on fait des repas de bonbons. On imagine qu'on mange des bonbons, qu'on en a plein les poches. On mange des bonbons comme ça pour de faux. Et du coup, on imagine qu'on mange des bonbons, et très souvent, du coup, on n'en mange pas des vrais. Ça marche pas à tous les coups. Mais voilà. Ou quand votre enfant se dit « Mais maman, il n'y a plus mes céréales préférées, il n'y a plus... maman, il n'y a plus, t'as pas fait ci. » Ah ouais, tu aurais bien aimé. Voilà, il y a plein d'exemples, on peut imaginer plein de choses pour aider les enfants à réaliser ce qui leur manque dans l'imaginaire. Parce que ça leur donne le plaisir de se sentir reconnus dans leurs désirs. Isabelle Fioza a un exemple super là-dessus avec l'imaginaire. Elle dit, imaginez, vous êtes en voiture avec votre mari comme ça, puis vous doublez une super voiture, la voiture de rêve, de sport de votre mari. Et puis votre mari vous dit, waouh, j'aimerais trop en avoir une comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Alors souvent les gens le font quand même. Est-ce que vous avez plutôt tendance à dire, ça va pas, un pneu c'est un mot de salaire? Ou à dire, ouais, ce serait génial, on partirait en week-end, on enlèverait la capote de la voiture, les cheveux au vent, et on rêve ensemble. C'est quand même vachement plus sympa de rêver ensemble plutôt que de se couper l'herbe sous le pied. Voilà. Et puis ça calme l'envie de réalisation immédiate. C'est un peu périlleux avec les bonbons parce que ça crée quand même le circuit d'activité, le circuit de la récompense et ça peut les faire saliver. Mais au moins on reconnaît l'envie. L'imaginaire, moi c'est un outil que j'aime beaucoup. Si vous saviez, avec l'imaginaire, moi à l'hôpital on fait des soins douloureux aux enfants. En les emmenant dans leur imaginaire, ils ne sont plus du tout en train de vivre le soin douloureux. Donc ça peut vraiment être un très 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 bon atout l'imaginaire.
Maman, je veux pas que tu partes travailler. Ah ouais, t'aurais aimé qu'on passe la journée ensemble, on aurait fait quoi si on avait pu? Moi aussi j'aurais bien aimé, on aurait fait quoi? On aurait pu aller à la piscine et tout. Oh, ça aurait été bien. On peut imaginer ensemble. Alors que là, ça fait un peu pervers. Enfin, oui, je trouve que, tiens, on part quand même, je pars quand même, quoi. Non, c'est pas pervers si t'es aligné avec ton truc. C'est-à-dire si t'es vraiment dans le désir de rêver avec l'enfant et que t'es juste et que t'es aligné, c'est pas pervers. La perversité, elle vient de l'intention. Non, mais je veux dire, j'ai pas envie de la frustrer non plus, tu vois. Et ouais, mais en évitant les déceptions, on évite les rêves aussi. Ouais, non, c'est dur ça, hein, intégrer. Hein. C'est sûr, c'est pas évident, mais moi aussi, quand je vous ai cité cet exemple parce que c'était arrivé avec ma fille qui dit maman, je veux pas que tu ailles travailler aujourd'hui. Et c'était un jour où j'avais pas très envie d'aller sur Lyon, de travailler. Et que du coup, je me suis prise au jeu parce que j'étais dans la même dynamique qu'elle. Donc j'étais juste, j'étais pas en train de. Je disais, ouais, bah, moi aussi, tu vois, j'aimerais bien ne pas y aller et tout. Je crois que la prochaine fois qu'on va se faire jouer toutes les deux, on fera ce qu'on avait prévu là en rêvant. Voilà, hop, j'ai entendu que tu avais envie, tu as entendu que j'avais envie, mais la réalité de la vie fait que. Et c'est la vie, la frustration. Voilà, il y a toujours un... Souvent on nous dit qu'il faut frustrer les enfants, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand on leur dit bah ouais c'est comme ça et c'est pas autrement, encore une fois quel apprentissage retire-t-il de cette notion-là? Le fait de leur dire bah ouais c'est dur, hein, aujourd'hui t'avais pas envie d'y aller, l'école c'est tous les jours et des fois c'est contraignant. On accepte qu'il ait ce ressenti-là, mais au final il va quand même à l'école, mais on a entendu qu'il y a des jours où c'était plus difficile d'y aller que d'autres, tout comme nous. C'est humain. Et de toute façon, la vie se charge de plein de frustrations sans qu'on ait besoin de leur dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Déjà, il faut se séparer de maman, il faut aller à la crèche, il faut aller à l'école. La vie, elle est pleine de frustrations. Ça, c'est un outil que j'adore. La description. J'adore cet outil-là. Je trouve qu'il est formidable. Il a plein d'avantages et notamment le non-jugement. Je vous ai mis une caméra parce que quand il y a des choses qui vous font réagir dans la relation à l'enfant, vos yeux sont des caméras, que ne sortent de votre bouche que ce qu'une caméra aurait pu décrire. Tout à l'heure, les images, je ne sais pas, vous arrivez, je sais pas, il y a du papier toilette dans tout le séjour, par exemple. Tu te dis, ah, qu'est-ce que tu as encore fait? Nanana. Oh là là, je vois beaucoup de papier toilette dans le séjour, là, c'est pas sa place, j'ai plus la place pour mettre un pied devant l'autre. Je décris. Quand ma fille m'a mis de tarte, je l'ai posée par terre. Quand on me tape, je décris les faits. Je suis en colère, je décris ce que je ressens. Je lui ai pas dit, dis donc, espèce de petite brute, qu'est-ce que tu... Je l'ai pas jugée. J'ai juste décrit ce qui se passait. Quand on décrit, on peut décrire ce que je ressens face à une situation. Je peux décrire ce que je vois. Je peux décrire ce que j'aimerais. Tout à l'heure, on disait en proposant des solutions aux enfants... quand je dis à ma fille, quand tu me demandes ça avec cette voix-là, moi j'arrive pas à t'entendre, j'aimerais entendre ta vraie voix. On décrit ce qu'on attend de l'enfant. On lui dit pas, fais pas ta voix de bébé. C'est un jugement, fais pas ta voix de bébé. C'est négatif. Ouais, mais du moment qu'on juge, c'est compliqué. Et ce que je souhaite valoriser chez mes enfants, ça aussi c'est important. Ça c'est le compliment descriptif. Pour d'origine italienne que je suis, très dur de faire des compliments descriptifs parce que chez les Italiens on fait bellissima, c'est tous des trucs avec des superlatifs. Et du coup, moi j'étais la plus belle, j'étais la meilleure. C'est dur hein, de garder la constance après d'être la plus belle et la meilleure. Et puis c'est un peu dur de croire au bout d'un moment. Moi je me souviens d'un jour mon papa qui m'avait dit que j'étais plus belle qu'une top modèle du moment. C'est bon quand même. On devient plus crédible au bout d'un moment, d'accord ? Par contre, dès qu'on va décrire, il y a deux avantages géniaux quand on fait des compliments descriptifs aux enfants. C'est que d'une part, on les aide à faire dans leur tête ce qu'ils ont réussi, et d'autre part, ce sont eux qui s'accordent le compliment. Un jour, j'étais à la boulangerie, je vois une toute petite fille descendre de sa poussette, elle devait avoir 3-4 ans, qui est rentrée dans la boulangerie, son papa l'attendait dehors, qui a dit « Bonjour madame, je voudrais nanana s'il vous plaît », qui a donné son sou, qui a récupéré sa monnaie, qui a dit « Au revoir madame, merci ». Je l'ai regardée, je lui ai dit « Dis donc, alors toi, alors que tu es encore en poussette, tu sais rentrer dans un magasin toute seule en laissant ton papa dehors, tu sais être poli, demander ce que tu veux, payer, récupérer ta monnaie, et encore être poli, et avec le sourire ». C'est ce qu'elle a fait, la petite fille, quand elle est sortie, je l'ai entendu dire à son papa. « Papa, la dame, elle a dit que j'étais grande. » Je n'ai jamais dit qu'elle était grande. Elle s'est octroyé le comportement, le compliment au vu de ce que j'avais décrit. Et ça, on peut le faire quand nos enfants apprennent à s'habiller, quand nos enfants... sur plein de choses. Quand nos enfants font des choses sympas.
Plutôt que de dire ah c'est gentil, moi j'ai eu mal au dos en début septembre et puis ma fille un jour me dit maman ça va mieux ton dos. Je lui dis oh ma chérie t'es trop gentille, attentionnée, tu es merveilleuse et fantastique. Et je lui ai juste dit j'ai décrit. Tu vois quand tu es attentive à ce que j'ai pu ressentir comme ça, je suis très touchée que tu fasses attention à ta maman comme ça. Ça m'est vraiment agréable quoi. Mais je lui ai pas dit qu'elle était gentille, formidable et extraordinaire, je lui ai juste dit ce que je vivais. Et elle m'a caressée comme ça, elle était toute contente, genre comme je fais pour la réconforter. Quand on décrit, on supprime les jugements. Alors il y a une façon aussi de décrire quand il y a des choses qui ne nous vont pas. Décrire, c'est donc supprimer les jugements de valeur et on peut coopérer avec quelqu'un qui est en colère s'il ne nous attaque pas. C'est beaucoup plus facile de coopérer avec quelqu'un qui ne nous attaque pas, qui décrit juste ce qui se passe sans nous mettre des missiles nucléaires dans la tête au passage. Donc on peut dire, quand je vois, avec mes yeux caméra, je ressens. Parler de ce qu'on ressent, c'est apprendre l'empathie à l'enfant. Quand je rentre à la maison après une journée de travail, que je vois les bottes de mes 3 enfants au milieu du couloir, que je ne peux pas mettre un pied devant l'autre, que je vois les cartables par terre dans le salon et la table du goûter pas débarrassée, les enfants, je suis vraiment découragée. Et je les ai comme ça. Au quotidien, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais en attendant, les enfants, ça va pas être ah, c'est quoi ce bise? Non, quand je vois tout ça, et du coup, ils savent par quoi s'y prendre, les enfants. Si je vois tout ça, ils savent plus quoi faire. Quand j'ai des cris, il y a peut-être un qui va ranger les chaussures, l'autre qui va pousser les cartables, l'autre qui... Peut-être pas. Mais en tout cas, on facilite la coopération quand on ne les juge pas. Et puis ça permet d'accéder à l'empathie, parce que quand même, nos enfants, même si on n'a pas à leur faire porter ce qu'on est, il faut qu'on leur apprenne à vivre avec des gens qui ressentent des choses. Et ils ne sont pas le centre du monde, et ils ne sont pas plus importants que nous, ils sont aussi importants. Donc c'est important qu'on tienne compte et d'eux, et de nous. Et exprimer les effets concrets sur soi. Alors j'aime beaucoup, ça c'est Thomas Gordon, hein. Je décris ce que je vois, je dis ce que je ressens et j'exprime les effets concrets. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que plein de fois, il n'y a pas d'effet concret. Et vous vous retrouvez, quand vous commencez à vous entraîner avec cette habileté-là, à dire quand je vois ça, je suis en nanana parce que c'est comme ça. On laisse tomber. Pour l'anecdote, elle est un peu cocasse, c'est filmé, mais tant pis. Ma fille avait une période où elle adorait aller récupérer mes culottes dans la panière de linge sale et de s'en faire des colliers. C'est-à-dire qu'elle avait 2-3 culottes comme ça, qu'elle se mettait autour du cou. Et un jour, elle a voulu aller dans le jardin avec. Et mon mari... Ah non, tu enlèves la culotte de maman. Bon, il n'y avait pas d'habité, on n'avait pas de vis-à-vis. Et ça commençait à tourner à la lutte de pouvoir parce qu'elle voulait sortir avec sa culotte collier. Du coup, je dis à mon mari, moi, ça me pose pas de problème qu'elle sorte avec ma culotte, après c'est toi. Et du coup, il a essayé un peu d'être dans... Alors, quand tu sors avec la culotte de maman autour du cou, j'aime pas, je suis mal à l'aise parce que... Ouais, ça va avec la culotte. Et des fois, ce que j'aime bien là-dedans, c'est ça, c'est qu'on lâche l'affaire sur certains trucs. Je vais pas exposer ma fille avec mes culottes autour du cou, c'est pas ça le propos, mais c'est cette notion de 1 plus 1. Je le mets en dessin pour que vous gardiez à l'esprit. Les caméras, le ressenti et le 1 plus 1 égale 2, ça fait quoi? Voilà. Après, effectivement, quand tu laisses ta serviette mouillée sur mon lit, je suis super énervée parce que j'ai horreur de dormir dans un lit mouillé, j'ai expliqué les effets concrets. Voilà. Mais parfois, il n'y en a pas d'effet concret. Du coup, de devoir aller là, ça nous oblige à dire que, là, souvent, moi je remarque, hein, pour ma part, donc je parle en mon nom, que quand il n'y a pas d'effet concret, souvent c'est les on doit, il faut, qu'on sort de l'éducation. On ne chante pas à table, par exemple. Un jour, mon neveu, on était tous à table, je ne sais plus, ma nièce chantait, mon neveu dit on ne chante pas à table. Déjà, moi, les trucs qui commencent par on, je suis méfiante. Qui est on? Voilà, et de dire, bah, quand tu chantes à table, bah quoi? Ouais, moi je trouve que c'est joyeux, ça me pose pas de problème. Par contre, on est à la maison, on n'est pas au restaurant, effectivement, on va éviter peut-être au restaurant de... Et en même temps, son papa fait du rugby, chante beaucoup après les matchs, en mangeant, voilà, exemple. Mais du coup, c'est vraiment
quand on exprime les effets concrets aux enfants, ça leur permet aussi de s'en rendre compte, parce qu'eux ne se rendent pas toujours compte des effets tangibles de leur comportement sur nous. Et ça les aide à l'empathie, puis à comprendre que, ce que nous, des fois, on a aussi du mal à comprendre, que notre modèle du monde, c'est pas le modèle du monde de tout le monde. Qu'on a nos représentations avec notre culture, nos filtres, notre éducation, nos expériences, nos rencontres, et qu'on a tous un modèle du monde qui passe par ces filtres-là. Et qu'on n'a pas tous les mêmes choses, et qu'on ne ressent pas tous les mêmes choses. Moi, je ne suis pas gênée quand ma fille s'assoit sur la table en verre, mon mari est mal à l'aise, mais c'est important de tenir compte de son malaise aussi. Donc voilà, il y a d'autres habiletés que j'aborde, je termine parce que c'est 13 h. Dans les ateliers de parler pour que les enfants écoutent, vous avez 6 thèmes différents. Les émotions fortes, on travaille un peu plus sur ce thème-là. Des outils pour favoriser la coopération, histoire que justement ils coopèrent au devoir, ils coopèrent un petit peu à la maison, à ne pas laisser leur botte dans l'entrée, leur cartable au milieu du salon. À remplacer la punition, trouver des outils pour ça. À encourager l'autonomie. Comment mieux complimenter de façon descriptive, parce que c'est pas facile. Et aider les enfants à se dégager des étiquettes dont on parlait, le lent, le colérique, la maladroite, tous ces trucs. Ça c'est un peu Pygmalion, vous savez, hein, qui a façonné une statue qui un jour est devenue vivante. Et ben, c'est un peu ça, c'est un peu des prédictions autoréalisatrices, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui génèrent ça. En biblio, vous avez quelques livres que vous pouvez feuilleter aussi ici. Là, c'est sur les fondamentaux autour de cette conférence-là. Faber et Maslich, Isabelle Fioza, Thomas Gordon et le Dr Guéguen, parce que c'est quand même intéressant aussi de savoir que les médecins s'y mettent. Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes des neurosciences. Il y a aussi des médecins qui disent qu'il faut qu'on commence à éduquer autrement parce que les enfants fonctionnent pas tout à fait comme on croyait jusqu'à présent qu'ils fonctionnaient. Vous avez aussi d'autres ressources en ligne, des blogs, des sites. Par exemple, il y en a un qui peut être, si vous avez un enfant qui dit quelque chose, dyslexique, dyspraxique, dit quelque chose, vous avez le site Fantadis qui a plein de ressources pour ces enfants-là. Vous avez des blogs, celui de S comme C, le mien, celui de Delphine Bardon, celui de Maman Éprouvette aussi qui est très sympa parce qu'il y a plein de choses scientifiques, elle est vraiment super. Je crois que c'est plus québécois d'ailleurs ça. Tous les articles du blog des super parents, les vendredis intello aussi, c'est très intéressant, les vendredis intello, j'en parlais tout à l'heure, c'est une association de blogueuses mamans qui parlent tous les vendredis de parentalité, d'éducation, de tous ces thèmes-là, en faisant chauffer nos neurones tous les vendredis. Vous avez des séries d'articles qui sont publiés sur des thèmes, et la consigne c'est simplement de prendre une phrase au moins d'un texte pour pouvoir développer son sujet. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que souvent on a l'idée que les jeunes changent. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité, n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Et c'est Socrate qui disait ça. Voilà. Merci beaucoup.